On y va là. Bon, bah, je vous remercie bien de m'avoir invité. Donc, Étienne Calais, moi, je suis un des animateurs du plan de lutte national contre le frelon. Et là, actuellement, bah, on essaye de préparer la future saison parce que on est dans une année très favorable aux insectes, à la fois à nos abeilles, mais aussi aux frelons asiatiques. On en a beaucoup piégé un peu partout en France. Et puis, on voit les guêpes, d'autres insectes. Sur les voitures aussi, je trouve qu'on en voit plus que d'habitude. Donc, il va falloir être vigilant. Et quand je repense à Quentin Rome, qui a 12 ans, parlait déjà de muselières à mettre en place sur les ruchers, là, on est en plein dedans. Alors, c'est vrai que pour les pros, c'est pas évident, mais c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Et donc, on va essayer d'expliquer ça, puis vous poserez vos questions à la fin. Voilà, on peut mettre la suivante, là. Hein, je te laisse faire avancer, la Violette. Ah, ça bouge pas, là. Voilà. Donc, le stress sur les colonies, hein, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on parle toujours de la prédation. Effectivement, un nid de frelons, c'est 100 000 insectes, hein, sur une année. Mais ce qui est le plus grave pour l'apiculture, c'est quand même la paralysie et donc le stress qui est occasionné devant les ruches et donc avec ces abeilles en V sur la planche d'envol. Et on verra que quand on met des harpes en place, les abeilles reprennent leurs activités normalement et on n'a pas de souci. Normalement, on ne perd pas d'abeilles. On a une consommation des réserves qui n'augmente pas et donc on peut préparer l'hiver correctement. Donc la pression de prédation, bon, il y a plusieurs façons de la chiffrer. Bon, pour l'INRAE, hein, une baisse d'activité de 20% quand on a deux frelons devant chaque ruche. 5 frelons, c'est 40% et 10 frelons, c'est 70%. Moi, je dirais que 10 frelons, c'est 100%, hein, et même à moins, hein, on a parfois quand même des arrêts complets. Donc, c'est vraiment ce phénomène de stress auquel il faut essayer d'empêcher. Et donc là, on a des moyens maintenant, hein. On va beaucoup parler de AAVO, là, une association dans le Val d'Oise, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Je les ai encore appelés aujourd'hui. Et c'est vrai que si on applique bien leurs recommandations, on arrive quand même à limiter et même à supprimer les pertes, hein, qui peuvent apparaître dessus. La suivante. Donc, les priorités, hein, ça va être il y a trois façons de protéger nos ruchers. Donc, des protections directes, hein, par des restrictions d'entrée, des muselières, des harpes électriques, mettre des protections sous les ruches parce que les abeilles, elles adorent, les frelons adorent aller sous les ruches. Et donc, ça stresse particulièrement nos abeilles. Et donc, on aurait pu rajouter en plus, mettre un grillage, faire un couloir de la mort devant les ruches, donc même avec un grillage de poule, par exemple, 1 mètre devant les ruches, et donc perpendiculairement aux harpes électriques qu'on va mettre en place. Donc ça renforce un petit peu le passage des frelons à l'intérieur des harpes. Et c'est vrai que les harpes, ça a été une vraie révolution, hein, depuis que c'est arrivé par rapport au piège. Hein, on peut piéger 100 à 200 frelons par jour avec une harpe. Et on n'arrivera jamais à ça avec des pièges, même si on voit des champs qui remplissent des seaux assez rapidement. Mais la harpe, c'est vraiment, ça fait disparaître en quelques jours comme ça la pression devant les ruches. Et après, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est la recherche des nids. Hein, on détruit trop de nids trop tard. Et donc, on sait que ça peut varier de 500 à 1 500 fondatrices par nid. Et donc, tous les nids qui sont détruits trop tard, bah, c'est quand même dommage parce que les fondatrices sont parties. Là, cette année, c'est vraiment particulier, hein. C'est difficile de faire une estimation précise, mais autant les chercheurs disent on a 95% de perte de frelons en hiver, hein, de mortalité, et je pense que cette année, on devait être à moins de 50% parce qu'avec peu de nids l'année dernière,
hein, il y a quand même une présence plus faible par rapport à d'habitude. On a quand même une quantité de frelons énorme qui a été piégée dans les différents pièges, même si on utilise de plus en plus les bons pièges, les plus attractifs et les plus sélectifs. Mais ça prouve quand même qu'on va avoir une année catastrophique au niveau du frelon, hein. J'ai pas peur d'employer ce mot parce que même si on piège, l'objectif c'est de piéger 50% des frelons au printemps, il en reste quand même 50% et donc ça va nous donner du travail hein, sur la fin de saison, quoi. Donc il va falloir être vigilant là-dessus. Donc, les périodes, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien se mettre en tête et je pense que hein, le piégeage de printemps, par exemple, on voit encore trop de gens qui piègent trop tôt, ça ne sert à rien. Hein, il faut piéger la bonne période quand on a une certaine température, entre 15 et 18 degrés, et on peut laisser passer une ou deux fondatrices, on la prendra plus tard, parce que les fondatrices, c'est au minimum 45 jours de sortie avant que les ouvrières ne prennent le relais, quoi. Et donc, l'ITSAP a montré hein, que le pic de fondatrice, c'est vraiment le 15 avril, hein, et dans différentes régions, hein, même si au sud, c'est un peu plus précoce, mais en gros, il n'y a pas une différence de plus de 15 jours en fonction des régions. Et donc, il faut essayer comme ça de piéger à la bonne période. Et quand on a un auto-entretien avec les phéromones d'alarme dans les pièges, hein, parce qu'on n'aura pas commencé trop tôt, on va en prendre au final beaucoup plus que si on étale plus largement la période de piégeage. Après, la réduction du stress, là aussi, hein, savoir à quelle période on commence. Moi, je lis encore des choses où les gens trouvent que dès le mois de juin, il y a du stress. Non, dans les ruchers, on n'a pas de stress. Vous pouvez avoir quelques frelons qui traînent dans les ruchers, hein, mais ça ne provoque pas de stress. Donc, aller mettre l'ensemble des méthodes comme ça en place dès le mois de fin juin, début juillet, ça ne sert à rien. Il faut vraiment attendre le fin juillet, début août. Et même moi, enfin, personnellement, en Île-de-France, moi, c'est toujours fin août. On met ça en place et on a des colonies qui sont en parfaite forme prêtes. Donc, la réduction du stress, il faut qu'il y ait du stress. Donc, ça ne sert à rien de mettre tout ça trop vite. Et je lis encore aussi beaucoup des gens qui préconisent, ce sont des vendeurs de pièges en général, hein, qui préconisent de mettre des pièges toute l'année. Ça ne sert à rien. En plus, on ne prend pas de fondatrices en automne, comme la plupart des gens le croient. Les fondatrices, elles ne vont pas fourrager en automne dans les pièges, hein. Les Belges l'ont montré, on ne trouve pas de fondatrices. On peut en trouver une ou deux exceptionnellement, mais c'est pas une méthode de capture. C'est vraiment le piégeage de printemps qui est important. Et après, on met les pièges dans les ruchers pour compléter par rapport aux harpes électriques. Et si on n'a pas de harpe et si on n'a pas trop de pression, les pièges là peuvent suffire. Après, la détection et la destruction des nids, c'est aussi un point faible, hein, c'est que on ne sait pas détecter les nids suffisamment tôt. Et les nids primaires, c'est pourtant facile. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a l'avenir. Il faut vraiment informer dans les écoles, au niveau du public, etc., hein, ce que c'est qu'un nid primaire, comment le trouver, quoi, hein. Ils sont quand même plus faciles à trouver que les nids secondaires. Et donc ça, si on peut en détruire un maximum aussi, c'est intéressant. Moi, je lis même qu'il y a des gens qui disent non, non, il faut laisser les lits primaires, ça ne sert à rien, hein, il faut attendre les nids secondaires. Non, hein, plus on détruira de nids primaires rapidement, plus ce sera intéressant pour les suite. Donc le piégeage de printemps, donc on a marqué privilégier l'emplacement au nombre de pièges. Là aussi, c'est l'objet de grosses discussions. Il faut mettre peu de pièges, mais des pièges efficaces. Et donc, si vous mettez des petits pièges, hein, cette année, on a expérimenté un piège suisse, là, le Goodcad de Bise, là, sur demande du muséum, et ce piège est trop petit, les entrées sont trop étroites, et donc, pour l'instant, il n'est pas du tout performant. Donc, ils vont le revoir.
Donc, les pièges, on a choisi au niveau de la commission, là, du groupe de travail, hein, trois types de pièges. Bon, évidemment, il y a de la recherche qui est faite. Moi, cette année, on m'a encore annoncé deux pièges extraordinaires. De toute façon, dès qu'il y a un nouveau piège, il est extraordinaire. Pour l'instant, les pièges qui ont fait leurs preuves, il faut continuer avec ceux-là. On teste les pièges qui arrivent sur le marché et après, quand on aura des tests faits au printemps, hein, moi je n'ai rien contre personne, mais je vois Vespa Catch par exemple, il a été expérimenté en automne, mais pas au printemps. Et donc ces pièges sont lancés comme ça. Pour l'instant, les trois pièges hein, que je vais vous indiquer juste après, ça reste quand même les pièges plus intéressants. Et je balaye tout de suite les gens qui disent mais ces pièges sont onéreux. Non, mettre un piège bivital à 35 ou 40 euros, ça revient moins cher que de mettre cinq pièges de plus petit volume. Hein, ça prendra moins. Là, les pièges, ils s'auto-entretiennent, donc il faut apporter beaucoup moins d'appât, il y a moins de temps passé, etc. Donc, on est largement gagnant. Et donc, même un piège comme le piège japonais, qui est à près de 80 euros, reste un investissement des plus intéressants parce qu'on a des résultats extraordinaires au printemps. Après, savoir où les mettre, hein. Moi, j'en mets personnellement dans mon jardin et dans mon rucher, qui est situé à 2 kilomètres, et je prends toujours plus dans mon jardin au printemps que dans mon rucher. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose à bien savoir. Bon, là, vous avez les photos de camélias. C'est vrai que c'est une des plantes les plus intéressantes, mais faut vraiment savoir comme ça les positionner. Et si ça ne marche pas, il faut savoir les bouger. Moi, il y a des gens qui me disent, bah, j'ai mis un piège bivital, il n'a pas fonctionné. Et ils l'ont mis au ras du sol. Non, au printemps, pour prendre des frelons, il faut mettre un piège au-dessus de 1 mètre de hauteur, quoi. C'est beaucoup plus efficace. Alors qu'en automne, vous le mettez entre vos ruches, au niveau de l'entrée des ruches, et là, ça fonctionnera très très bien. Le nombre de pièges, alors, l'ITSAP avait essayé de définir comme ça des densités, mais c'est vrai qu'il fallait mettre des quantités de pièges importantes, mais c'était pas du tout avec les pièges dont on dispose actuellement. Donc, il faut en revenir. Donc, je pense que c'est très difficile de définir des chiffres précis, hein. Mais sur une commune, une dizaine, une quinzaine de pièges, en général, ça suffit. Bon, après, il y a des communes de très grande taille, mais au kilomètre carré, on peut mettre un à deux pièges, ça va largement être efficace et c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Et en termes de coûts, pour moi, si on met le nombre de pièges adéquats avec les bons pièges, là, on peut obtenir des financements. Je vois en Île-de-France, il y a des financements régionaux, il y a des financements des conseils départementaux ou des communes. Et donc là, on peut faire passer ce message avec des pièges qui sont quand même, hein, qui donnent une efficacité. Et cette année, les remontées de partout en France qu'on peut avoir, hein, celui qui ressort actuellement largement en tête, c'est le piège bivital, hein. Je n'ai aucune action chez eux, mais c'est vraiment le piège qui nous semble le plus intéressant. Et on peut le vider très facilement en retournant les ailes, hein. Vous faites sortir les morts en décrochant la petite capsule au-dessus. Et les frelons vivants, ils remontent. Et donc, vous pouvez. Mais moi, je ne l'évite jamais, hein. Je pense que la meilleure formule, c'est de laisser pendant 5 à 6 semaines tous vos frelons morts dedans, hein, et les frelons qui vivent parfois 3, 4 jours, c'est ceux-là qui attirent les autres beaucoup plus que hein, que l'appât. Après, un petit mot aussi sur le piège bivital. Il a des petites lanières où le produit vient dessus, hein. Donc, quand vous avez du sirop de grenadine, moi je l'ai vu ça avec le piège suisse qu'on a expérimenté, des petits cotons qui font remonter le sirop de grenadine. Alors que je ne vois jamais une abeille, moi, sur les autres pièges. Là, sur ce type de piège, on en a vu. Et donc, on risque d'avoir du miel un peu rouge, c'est quand même gênant. Et donc, même sur le piège bivital, moi, je suis en discussion avec les importateurs. Je pense que ces petites languettes sont pas utiles du tout. Les frelons rentrent parfaitement sans cela. Et dans le midi, il y a des gens qui me disent, mais on a beaucoup d'abeilles qui rentrent dans le piège. Bon, elles ressortent après, mais tous les insectes, et notamment les abeilles, ils sont stressés quand ils rentrent dans des pièges, hein. C'est le problème des pièges type ornetin.
hein, des petits pièges beaucoup où il fait chaud, où les individus, même s'ils ressortent, qui ne vont pas se reproduire par la suite. Et là, on est au printemps, une période où il faut laisser la majorité des insectes et leur permettre la reproduction. Donc, notre but, c'est le frelon asiatique. Après, il y a le frelon européen aussi qui, chez moi, provoque 50% du stress sur les ruches en automne. Et il n'y a pas que chez moi, hein, je l'entends partout en France. Et donc, on les laisse au printemps, c'est-à-dire quand on a trois, quatre frelons européens qui rentrent dans les pièges, on arrête de piéger. Et après, hein, on peut, en automne, prendre tout ce qu'on veut avec les harpes électriques. Moi, dans mes bacs, sous les harpes électriques, c'est 50% de crabreaux depuis 2 ans, quoi. Mais bon, là, ils viennent, ils font du stress et à cette période, ils se sont reproduits. Donc, on ne détruit pas la biodiversité, on limite quand même leur impact sur les ruches. La suivante. Donc voilà les trois types de pièges qui sont. Ça a été largement étudié. Donc moi, je comprends pas qu'il y ait comme ça une volonté de certains de vouloir imposer d'autres pièges que cela, toujours avec cet argument du prix. Là, on a mis les différents prix. Ce qu'il faut, c'est avoir des pièges suffisamment efficaces. Notre but, c'est de prendre un maximum de fondatrices au printemps avec des pièges sélectifs. Ces trois pièges sont sélectifs, donc on n'a aucun souci de ce côté-là. Le piège qui est le plus attractif, c'est le piège japonais. Simplement, il est moins sélectif que les deux autres et on peut le rendre aussi sélectif que le piège bivital en mettant un tissu comme il existe sur le bivital, un tissu qui empêche les moucherons, les micro-hyménoptères parasitoïdes du puceron de rentrer dans la peau. Et quand vous faites ça, à part l'entrée du piège japonais qui est un peu grande parce qu'elle est prévue pour Vespa mandarinia. Donc là, il faudrait en imprimante 3D, mais moi je sais pas faire, mais il faudrait mettre des restrictions d'entrée. Mais là aussi, plus vous mettez des restrictions d'entrée importantes, plus vous faites baisser le nombre de fondatrices qui sont prises. Et on le voit avec le piège coréen, le piège bivital. Ce piège, les Allemands avaient demandé qu'il y ait des réducteurs d'entrée. Et donc, avec les réducteurs d'entrée, l'INSAP a étudié et a montré qu'on avait une diminution de 50% du nombre de fondatrices qui étaient prises au printemps. Donc, au printemps, on veut le maximum de fondatrices. On laisse les Vespa crabreaux rentrer. On en aura trois ou quatre au mois de mai. Et quand ça arrive, à ce moment-là, on arrête de piéger. Et je vous assure qu'on a des différences impressionnantes dans les chiffres de capture. La grille néopie, bon, Pays de Loire, ils connaissent très bien, et donc moi, j'en ai pas une grande expérience, donc je les laisse, et je sais pas s'il y aura des questions là-dessus, mais c'est quelque chose qui paraît quand même très, très bien. Après, sur ce piège, je peux dire tout de suite quand même que personnellement, je pense qu'il faut pulvériser de la cire à l'intérieur. Il y a des gens qui font ça pour les élevages de rennes, par exemple. On améliore la ponte de la reine en pulvérisant comme ça de la cire dans les cupules. Et je pense que sur du bois, les abeilles préfèrent le plastique au bois. Elles sont pas très écolos dans les pièges. Et donc, sur ces pièges en bois, on peut aussi pulvériser de la pâte à l'intérieur, mais ça ne dure pas longtemps. Et donc, pulvériser de la cire, c'est quelque chose pour moi qui permet d'améliorer l'efficacité. Donc, ces pièges, en plus, l'avantage, c'est que, bon, là, il y a un tiroir sur le piège à Robida, et donc, on peut les vider facilement. Mais pour moi, si on peut éviter de les vider, on est quand même beaucoup plus efficace et on augmente l'ITAP l'avait montré. Eux, comme ils font des tests et ils veulent noter toutes les semaines le nombre de captures, donc, il diminuait par rapport à d'autres tests qui étaient faits à côté sans vider. Donc ça, c'est vraiment une habitude à prendre, à vider le moins possible. Étienne, Donc, je me oui, permets juste, le tiroir sur le Robida, c'est pour changer la part, en fait, c'est pas pour enlever les frelons. oui, c'est pour la part. Oui, oui, absolument d'accord. Et donc, oui, oui, les frelons, ils restent au-dessus, donc ils vont pas dedans, effectivement. Mais c'est un piège que je n'utilise pas, donc je connais. Merci. Donc, pour augmenter l'efficacité, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc mettre le piège plutôt en hauteur. Donc,
proximité des fleurs. Donc, si dans votre rucher, il y a des fleurs pas loin, c'est très bien. Mais au printemps, les abeilles ne viennent pas chercher de protéines dans les ruchers. Ce qu'elles cherchent, c'est du nectar. Et donc, c'est pour ça qu'on en attrape moins au rucher. Donc, il faut diversifier le positionnement. Et donc, le l'appât, alors je crois que ça doit être le slide suivant, l'appât. Donc, il y a plusieurs types d'appât. Pour moi, le meilleur appât, c'est vraiment les phéromones d'alarme des frelons, donc en laissant des frelons vivants plusieurs jours. Quand on a un piège qui fonctionne pas, moi, je recommande d'attraper deux frelons et de les mettre dedans, hein. Ça peut faire démarrer certains pièges. Et c'est vrai que il y a des gens qui ont 5 pièges et il y en a toujours un ou deux qui fonctionnent moins bien. Donc là, faut les changer le positionnement, quoi. Il y a quelque chose qui ne convient pas aux frelons, quoi. Donc, renouveler la pâte tous les 8 à 10 jours. Moi, parfois, je laisse même 15 jours. Si vous avez des frelons vivants, ben, vous auto-entretenez et ça marche très, très bien. Donc après, la levure de boulangerie, là aussi, il faut penser à attendre 2 à 3 jours la fermentation pour avoir une bonne efficacité. Après, le jus de pomme marche très bien. Il y a différents types d'appâts aussi qui sont fonctionnels. Il y a pas de souci pour ça. La suivante. Donc, les pièges bouteilles et les pièges cloches sont vraiment interdits, hein, pour nous au niveau du plan national. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on continue à voir. Cet après-midi, sur un site, j'ai demandé qu'ils enlèvent comme ça une recommandation qui était faite sur des pièges qui étaient mis et des bouteilles qui étaient mises à plat en dessous avec des trous en croix dedans. Effectivement, ça attrape, mais ça n'est pas sélectif. On est dans une période où quand même la biodiversité a tendance à disparaître. Le frelon joue un rôle important là-dessus, donc ça ne sert à rien d'en rajouter. Maintenant qu'on a des pièges efficaces, la difficulté avant, on avait des pièges qui étaient peu attractifs, hein. On a vu ça avec le jackprod, avec des entrées qui sont trop étroites. Et donc, les pièges qu'on a là, vraiment, ça rentre dedans très, très facilement. Et donc, on a ce qu'il faut pour être efficace, quoi. La suivante. Donc, maintenant, pour la protection du rucher. Donc, la protection des ruchers, c'est quelque chose qui n'est pas unique, quoi. On ne met pas qu'une muselière ou qu'une restriction d'entrée. C'est un ensemble. Si on met plusieurs choses en même temps, on est efficace. Si on n'en met qu'une ou deux, hein, on sera beaucoup moins efficace. Et moi, je sais qu'on ne devrait plus voir d'entrée massive de frelons comme on a après la fin de la consommation du lierre. Hein, les frelons, ils viennent dans les ruches à ce moment-là pour prendre le miel qui est dans les ruches. Ils viennent pas chercher 20 000 abeilles qui sont dans une ruche, hein. Ils rentrent même avec des grilles d'air. Parfois, il y en a qui arrivent à rentrer. Et donc, il faut vraiment faire le nécessaire, mais ça ne sert à rien de les mettre début septembre. Au début septembre, on n'a jamais ce problème d'invasion massive et donc de désertion de la ruche, parce que ça, on le voit de plus en plus, hein, depuis quelques années. Et donc, on sait maintenant que Mandarinien le fait, par exemple, ils marquent les ruches et ils reviennent à 100 frelons ensemble pour rentrer dans la ruche, envahir la ruche, faire fuir toute la colonie et se régaler avec tous les réserves d'hiver, hein, qui leur conviennent parfaitement. Et donc, en automne, mais de toute façon, c'est le problème de la nourriture chez les insectes, hein. On ramène tout au sucre et or, c'est un équilibre entre les sucres et les protéines. Et donc là, on a ces phénomènes de désertion de ruches et de perte massive de ruches. On peut avoir 100 à 200 ruches parfois chez un même apiculteur qui disparaissent en 8 10 jours. Hein, quand vous êtes apiculteur de loisirs, vous regardez plus souvent vos ruches et à cette période-là, ça explique comme ça des pertes conséquentes, hein, qui ne doivent pas exister. Et vous pouvez mettre une restriction d'entrée s'il n'y a pas autre chose en plus. Vous aurez quand même beaucoup de stress et les pertes seront peut-être pas massives, mais elles seront quand même progressives plus tard. Donc les entrées vertes, on les met fin septembre, début octobre.
Il y a des entrées qui sont encore plus petites, hein, qui peuvent être plus efficaces, mais en automne, on peut avoir quand même encore des faux bourdons et on peut avoir des fécondations au mois de septembre. Et donc, c'est pour ça qu'on ne recommande pas de mettre des restrictions trop petites, trop rapidement. La suivante. Donc, protéger l'entrée des ruches. Alors, il y a différents types de muselières, hein. Il y a une inventivité extraordinaire dans les muselières. Hein, l'AVO, vous voyez le petit sigle en bas à droite, là, on travaillait dessus depuis, ça fait 7 ans maintenant. Et donc, eux, ils améliorent régulièrement leur muselière. Alors, ça, ce sont des muselières à tubes. Moi, c'est ce que j'utilise avec succès. Donc, on met 2 tubes, hein, parce qu'on peut les mettre à un tube, 2 tubes ou 3 tubes. Ce qui marche très bien, c'est 2 tubes avec des coudages différents. Il y en a un qui est à 90 degrés, l'autre à 45. Et avec ça, les frelons vont tous sortir par un côté et rentrer par l'autre. Et donc, on peut, pour éviter d'avoir à mettre des restrictions d'entrée plus bas, on peut mettre, comme vous voyez sur la photo du milieu, hein, des grilles en impression 3D. Moi, j'ai demandé aujourd'hui à quelqu'un de m'en imprimer, là, j'avais pas ça jusqu'à présent. Et quand vous avez une muselière et des restrictions d'entrée en plus, avec les restrictions d'entrée vertes, les abeilles nettoient moins dans la ruche. Et donc là, si vous mettez ce type de coude, vous voyez, il y a une petite rallonge qui est mise de 15 centimètres et ça permet aux abeilles, quand elles ont passé la petite grille, de s'élancer plus rapidement. Il y a un chercheur à Orsay là, qui a montré, qui a calculé la vitesse des abeilles et devant la présence de frelons, hein, ils augmentent énormément la vitesse et donc ça rend plus difficile leur capture par le frelon. Donc, sont des choses toutes simples. Et ça, vous verrez à la fin, il y aura des tutos. Enfin, vous allez sur le site AVO, mais là, on va vous donner quelques indications aussi. Ils ont fait un travail extraordinaire pour toutes ces choses à fabriquer. Et sur les arbres, c'est la même chose. Donc, il y a un travail vraiment très, très intéressant. Et je pense que si vous mettez ce type de grille, hein, ça permet comme ça, les frelons ne vont plus rentrer. Moi, je vois notamment les frelons européens, ils rentrent dans les muselières à tubes, hein, ils ont moins peur du noir que les frelons asiatiques. Et donc, avec ce type de grille-là, ils passent pas à travers la grille. Donc ça protège quand même bien. Alors, ça, on va pas mettre ça chez les pros sur 1000 ruches, mais quand vous avez 10, 20 ruches, c'est quand même très facile d'investir dans ces coudes et de mettre ça en place. Donc, 2 coudes et 2 rallonges de 15 centimètres avec avec ce système comme ça où vous avez le tuto et je ne connais rien moi là-dessus, mais vous pouvez très facilement imprimer ça en 3D. Et donc les prolongateurs, hein, c'est vraiment un plus. Ça permet comme ça d'avoir cette vitesse intéressante. On n'est pas obligé de le faire. Moi, au début, je le faisais pas. Mais c'est un plus. Et plus vous avez de pression de frelons sur votre rucher, plus il est important d'être pointu et précis sur cette protection des entrées. Alors, je crois que je n'ai pas mis d'autres types de muselières, mais maintenant, on voit Jacques Kemp, par exemple, a mis en place des muselières plates, hein. Lui, il est pour des planchers, des planches d'envol très larges, hein, de 20 centimètres de large. Et donc, dessus, il met un plastique en forme de grillage assez lâche. Et c'est vrai que les frelons n'ont pas l'air de vouloir rentrer dedans. Ça les gêne, c'est assez plat. Et donc, ça permet aux abeilles de sortir à différents endroits. Et donc, ça permet comme ça d'avoir des systèmes intéressants. Sur le site AVO, vous verrez, ils ont essayer 5, 6 types de muselières, dont des muselières avec des lames de store, là, et donc tout est possible. Ce qui compte, c'est d'être efficace. Moi, j'ai une préférence pour ces muselières à tubes, mais si d'autres systèmes fonctionnent, faut pas hésiter à les mettre en place. Et donc, en haut à droite, 3 tubes, c'est pas nécessaire. Donc là, je vous ai mis moi, j'ai un jeune qui m'a fabriqué 20 boîtes comme ça en une journée en achetant un grand panneau de contreplaqué marine et on a toutes les cotes et tout, donc c'est facile. Et après, sur les trous que vous faites, les tubes de 80 mm rentrent parfaitement dedans. Il n'y a pas besoin de les fixer, ils se coincent comme ça dedans. C'est un système qui est très simple
à fabriquer, à mettre en place. Vous avez une vis de chaque côté. Maintenant, ils ont même un nouveau système où sur les côtés, ils peuvent faire aussi des plaques imprimées en 3D, et donc ils sont aussi faciles à mettre en place. Mais moi, avec une vis de chaque côté de la ruche, comme ça, on va peut-être le voir sur la suivante. Et donc là, les études ont montré hein, qu'avec ce type de muselière, on fait baisser de 50% les mortalités des ruches, hein. Je ne sais plus qui avait publié ça, mais le muséum avait participé à cette étude. Donc, les acquis donc de la AVO, hein, pour eux, il est indispensable de mettre des muselières parce que une grille, une restriction d'entrée, c'est insuffisant. Mettre une harpe électrique seule, c'est insuffisant. Et donc, il faut associer l'ensemble. C'est vrai que vous allez me dire, c'est compliqué, il faut passer du temps, etc. Mais le frelon, il est là maintenant, on l'aura à vie, hein, il ne va pas disparaître comme ça. Et donc, ce qu'on investit, c'est pour 15 ou 20 ans. Moi, je vois mes pièges, enfin, le piège japonais que j'ai depuis maintenant, ça fait 9 ans maintenant. Et donc, il va en faire encore autant. Donc, même si à l'achat, il est un peu cher, hein, on le rentabilise très vite. Donc, l'objectif prioritaire hein, des muselières, c'est vraiment d'éloigner les frelons. Il y en a qui mettent des grillages, ça fonctionne aussi, même un grillage à poules. Bon, les frelons peuvent passer facilement dedans, mais ils ont quand même beaucoup plus de difficultés. Et comme ils sont plus éloignés de la ruche, il y a beaucoup moins de stress, quoi. La suivante. Donc voilà un exemple, hein, donc vous voyez à gauche et à droite, donc avec les boîtes. À droite, vous avez, à gauche, ce sont les vis, vous voyez sur les côtés, hein, avec une visseuse, c'est très très rapide. Et à droite, donc, ce sont des muselières avec une fixation rapide, hein, donc c'est du plastique imprimé en 3D. Et donc, ce sont des systèmes qui ont été améliorés comme cela. Et donc, on voit un tout petit peu la grille au fond du tube. Et donc, quand vous avez un système comme ça, vous êtes bien protégé. Si vous avez qu'un ou deux frelons devant les ruches, bon, ça marche. Mais si vous en avez plus, là, il faudra quand même associer une harpe électrique à ces types de museliers. La suivante. Ce qu'on ne pense pas souvent, et eux le font depuis, vous voyez, 2016, hein, eux, ils ont même fait des cadres de hausse comme ça, avec un système au-dessus et en dessous pour empêcher les frelons de s'approcher du plancher Nico. Et donc, avec ça, si vous éloignez de 20 centimètres, parce que les frelons adorent aller sous les ruches, et donc là, vous n'avez plus le stress qui existe. Moi, personnellement, je mets juste un filet que je mets sur mes cerisiers d'habitude, je mets ça autour de la base des ruches, hein, ils sont sur des parpaings. Et donc là, ça empêche comme ça les frelons de venir en dessous. Ils adorent ça, ils stressent les abeilles. Et donc là, les abeilles peuvent travailler tranquillement, aller, venir, et même dans la ruche, elles ne sont pas stressées. Donc, en plus, le couloir, comme je l'ai dit au début, hein, mettre un grillage à poules de 1 mètre de hauteur, 1 mètre devant les ruches, donc pour laisser la place de mettre les harpes. Et donc, avec ce système-là, vous augmentez encore la quantité de frelons dans les harpes. Les harpes, c'est un système qui est quand même un peu complexe, hein, mais qui prouve largement son efficacité. On va en parler après. Donc ici, vous voyez les hausses là sous la ruche. Il y a des gens qui ont bricolé aussi comme à gauche, mais il y a des systèmes tout simples avec une hauche et vous mettez une sorte de grillage à garde-manger. Et là, vous éloignez quand même les frelons. Après, j'ai pas mis de photo de la muselière de Jacques Kemp, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre, hein. Il fait paraître ça dans des revues syndicales. Et c'est un géo trouve-tout, Jacques Kemp, là, et il a souvent de bonnes idées. La suivante. Donc, vous voyez ici à gauche, ça, c'est le système de la VO, hein, donc le grillage inférieur hein, sous la hausse. Et à droite, vous voyez deux ruches qui sont entourées qu'un filet en bas.
Et donc, ça paraît tout bête, mais quand on ne le fait pas, on s'aperçoit que si vous mettez bien vos muselières, etc., bah, les frelons, ils comprennent très vite que le bon moyen d'aller stresser les abeilles, c'est d'être en dessous. Ils ressortent brutalement et ils viennent piquer des abeilles qui se trouvent dans le secteur. Donc, vraiment, à faire attention comme ça, à bien protéger le dessous des ruches. Suivant. Donc les harpes électriques. Donc les harpes électriques, c'est une vraie révolution, hein. C'est dans le sud-ouest où quelqu'un a inventé ça. Maintenant, les Espagnols ont beaucoup travaillé dessus, hein. Ils ont même créé des firmes, hein, qui vendent ces harpes. Et on a maintenant, bon, la AVO a beaucoup travaillé sur ces harpes très tôt qui reviennent quand même moins cher, donc tu peux revenir en arrière. Et donc, les harpes tréteaux, c'est quelque chose qui est très simple, qui est plus facile à ranger que la harpe de gauche, qui est une harpe qu'on appelle harpe pyramide, et donc qui est quand même plus efficace que l'autre, hein. Moi, j'ai les deux, et donc plus elle est grande, plus c'est efficace. Mais les autres sont quand même très simples d'utilisation. Vous voyez, on les met sur un bac à béton, hein, elles sont fixées comme ça, elles tiennent bien, hein, tout l'automne et sont des systèmes vraiment d'avenir, à condition, on verra, de les protéger de l'humidité, donc mettre une petite toiture au sommet, parce que sinon on peut avoir des petits courts-circuits. La suivante. Donc, les harpes LITSAP là, travaille dessus actuellement, mais on n'a pas encore de résultats. Par contre, les Espagnols, on a d'excellents résultats. Ils ont montré vraiment une efficacité particulièrement remarquable. Dans le sud-ouest aussi, vers Bordeaux, et je crois que l'Hydra de Bordeaux a travaillé aussi dessus. Et donc, c'est un système vraiment qui permet, en le mettant comme ça fin juillet, hein, quand vraiment il commence à y avoir beaucoup de frelons devant les ruches, hein, ça permet vraiment, en 3 à 4 jours, on fait disparaître le stress. C'est-à-dire que sur toutes vos planches d'envol, vous aviez des abeilles en V, et les abeilles, elles ressortent normalement, elles n'ont plus besoin de faire cette protection, et donc elles continuent à aller chercher nectar et pollen pour préparer l'hiver, et les abeilles d'hiver. Donc, il y a deux types de harpes. Il y a des harpes sèches et des harpes humides. Donc, les harpes sèches sont des harpes où il n'y a pas de bac avec de l'eau en dessous. On sait, les études ont montré qu'il y avait 30% des frelons qui subissent un choc électrique, ils tombent et qui arrivent à repartir après. Alors, il y a des harpes sèches maintenant, il y en a eu à Tours, je crois, l'année dernière, hein, où il y a une sorte de gouttière en bas où le frelon, il glisse, mais il arrive à partir sur les côtés, et là, il se fait piéger sur les côtés. Donc, ça évite de mettre de l'eau comme ça dans le bac. Avec de l'eau dans le bac, ce qu'il faut, c'est changer l'eau le moins souvent possible. Moi, j'ai toujours, à chaque fois que je change le bac de l'eau, j'ai une cinquantaine d'abeilles qui viennent se noyer, hein. Elles viennent, même si on met un répulsif de type liquide vaisselle citronné, elles viennent pour y goûter, donc on a des pertes. Et donc, plutôt que de changer l'eau, moi, avec une grille à rennes, 2 fois par semaine, j'enlève les frelons qui flottent, parce que en 8 à 10 jours, ça sent une infection, hein, ça putréfie très vite. Et donc, ça permet de ne pas avoir l'eau à changer trop souvent. L'efficacité, en temps normal, on n'a pratiquement pas d'abeilles dedans, hein. Il faut qu'il y ait un écartement de 22 millimètres entre les fils. Et que ce soit les harpes pyramidales, comme ici sur l'exemple, ou des harpes droites, hein, où il n'y a qu'une rangée de fils, on a une efficacité qui est quand même assez voisine, quoi. Et donc, ce petit problème de l'eau, il faudrait qu'on arrive à trouver le bon répulsif, je pense, parce que ce liquide vaisselle citronné ne doit pas avoir assez d'odeur, je pense, et il y a quand même des abeilles qui viennent et elles n'arrivent pas à s'en sortir, mais bon, par rapport à la prédation faite par les frelons, c'est quand même très peu de choses. La suivante. Donc là, on vous a mis comme ça l'ensemble des choses, hein, que vous pourrez trouver. Donc, si vous allez sur le site AVO, donc il vous explique comment on monte les fils. Il y a différentes façons.
Ils mettent aussi des petites tiges hein, qu'on peut, je crois qu'il y a une photo plus loin, où on verra qu'on peut tourner la harpe pyramidale comme ça sur elle-même et les fils, ils s'enroulent tout seuls, c'est plus rapide. Après, la tension des fils, ça aussi, moi au début, je trouvais que les fils n'étaient pas très tendus. Ben, même avec la chaleur, quand ça se détend un petit peu, finalement, les frelons, ils se trouvent très très bien pris, on n'a pas de souci particulier. Donc, l'AVO même fait un petit système pour mettre les deux fils en même temps. Donc, ils branchent comme ça deux rouleaux de fils et ils arrivent à les monter ensemble. Et donc là, ils ont refait récemment leur site et vous trouverez comme ça, il y a des détails très très intéressants. Moi, je connais rien en électronique et eux ont vraiment donné l'ensemble des renseignements hein, pour avoir une harpe fonctionnelle. Alors, il y a différents départements qui sont déjà bien avancés là-dessus. Hein. On a vu l'hiver dernier de nombreux départements qui ont fait des ateliers de fabrication de harpes. Donc, chacun a des systèmes différents hein, pour ces harpes avec des puissances différentes. Les puissances, je pense qu'il faut aller entre 3000 et 4500 volts, enfin, en voltage, pas en puissance. Et donc, avec ça, il y a toujours des gens qui disent, mais on va mettre le feu à la forêt, etc. Non, non, avec ce type de voltage, on n'a pas trop de soucis. Après, on a souvent des petits courts-circuits, et je crois qu'on va le voir aussi, on peut mettre de la cire, parce qu'en automne, il y a quand même de l'humidité, et on peut avoir quelques soucis d'efficacité. Après, quand vous mettez en série comme ça, avec une batterie 5 harpe, quand il y a un court-circuit sur une harpe, évidemment, pendant ce moment-là, ça bloque les autres. Mais sur une journée, on a quand même une efficacité qui est remarquable. Et quand vous avez plusieurs A, avoir une batterie et l'AVO a même un système avec un panneau solaire bon, plus important que les petits panneaux de 10 watts, qui permet comme ça de recharger les batteries. Sinon, il faut recharger les batteries tous les 15 jours. Mais bon, là, sur la conception des hardes, je ne suis pas spécialiste. Moi, la AVO m'en a fourni parce que je leur fais des conférences régulièrement, mais pour quelqu'un qui est un petit peu bricoleur, il peut le faire. On a vraiment maintenant, avec la AVO, ils ont 7 ans de recul, et donc on a quand même tout ce qu'il faut pour avoir des harpes qui soient bien fonctionnelles. La suivante. Donc voilà, je vous parlais de la cire. Donc vous pouvez mettre de la cire fondue et là sur une protection de câble, hein, là vous mettez comme ça un peu de cire dessus et là vous améliorez comme ça l'efficacité de votre harpe avec moins de risque de petits court-circuits. Et donc, l'idéal aussi, c'est de mettre sur le sommet de la harpe hein, une petite toiture pour empêcher la pluie de tomber directement. En bas, c'est pas possible, mais en bas, vous pouvez mettre comme ça cette cire, c'est vraiment intéressant. C'est un système qui est quand même tout simple et que les apiculteurs savent faire. Donc ici, c'est vous montrer les ateliers hein, de la AVO, vous voyez, donc ils sont quand même très organisés. Bon, ils ont des machines, il y a un menuisier, un ancien menuisier donc qui les aide beaucoup. Donc ils découpent leurs panneaux de contreplaqué et après à droite vous voyez le système sur deux tréteaux. Là ils ont mis des tiges au milieu de leur arc pyramidal. Et donc, en tournant comme ça va beaucoup plus vite. Je vois les gens qui achètent les arcs 100 en Espagne, ils me disent que c'est quand même assez long le montage, quoi. Donc, c'est vrai que on n'a rien sans rien. L'arbre, c'est quand même un petit peu de temps à y passer. La suivante. Donc voilà une installation. Vous voyez à gauche, donc le grillage, donc le couloir. Vous avez trois harpes qui sont disposées. Bon là, ça fait beaucoup de harpes. Hein. Les études espagnoles au départ, c'était une harpe pour deux ruches. Moi personnellement, pour 20 ruches, je n'ai que deux harpes. Bon, il en faudrait trois, je pense. Mais quand même une efficacité qui est remarquable. Et donc, vous voyez les petits toits sur le sommet des harpes. Et après, vous voyez, il y a différents types de muselières. La première, c'est une muselière à tube. La deuxième, c'est fait avec des lames de store. Hein, on appelle ça des muselières vénitiennes. Et donc, c'est tout cela, ils sont mieux que
La suivante aussi, c'est la même chose. Et tout au bout, il y en a une avec du grillage. Moi, j'aime pas les muselières à grillage. Les abeilles, elles sont stressées, elles sortent rapidement ou elles rentrent rapidement et donc elles s'abîment parfois sur le grillage. Donc, pas trop pour le plastique, mais là, c'est quand même quelque chose qui m'a l'air plus intéressant. Et sur la photo de droite, donc, vous voyez tous ces coudes avec la petite rallonge. Et donc, à l'intérieur, vous avez les petites grilles en 3D qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous avez des ruches qui sont bien protégées. Encore qu'ici, je vois pas de protection en dessous. Donc, on pourra encore mettre ça en plus, soit un filet ou autre chose. Et donc là, vous avez ce système des harpes, et je crois que les harpes sont toutes mises sur une batterie, quoi. Et donc, après, moi, première année, j'attachais mes harpes, j'avais peur de me les faire voler, mais j'ai jamais eu ce problème-là. La suivante. Donc ici, vous voyez toujours le AVO, quoi, donc avec les différents systèmes qui vous sont parfaitement détaillés, hein. Moi, je suis complètement ignare là-dessus, mais ça paraît complexe au départ, mais on arrive à trouver facilement. Et bon, ils me disent que pour 50 euros, ils arrivent à avoir tout le matériel pour une harpe. Donc, ils l'ont expérimenté et leurs adhérents arrivent à avoir ces tarifs-là. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant on peut mettre soit dans une hausse comme ici, ou ils mettent aussi dans un petit boîtier, quoi, donc pour protéger de la pluie. Et donc là, on a des systèmes qui sont performants. La suivante. Donc les harpes électriques, ça fait quand même plusieurs années qu'ils travaillent là-dessus, hein, et donc les tréteaux, ça permet de faire baisser les coûts. C'est plus simple à fabriquer que de devoir découper des grands panneaux. Ensuite, le problème, ce sont les panneaux solaires, parce que évidemment, si vous voulez acheter, il y a des associations qui commandent 100 panneaux solaires de 10 watts, et évidemment, ils sont pas toujours très disponibles, quoi. Donc, il faut pas s'y prendre en fin d'année. Ça, c'est du travail d'hiver, hein, donc faites des ateliers de fabrication en hiver et préparer tout cela. Et là, ce que je vous dis, il y a certains matériaux, notamment les panneaux solaires, qui sont pas toujours accessibles en nombre. Mais là, bon, peut-être que le commerce international va reprendre, donc j'espère qu'il y aura suffisamment de panneaux solaires pour nos harpes électriques. Et donc après, savoir combien il faut mettre de harpes, hein, ça c'est très variable. Mais tous les 3 à 5 ruches, pour moi, ça me paraît intéressant. Mais c'est en fonction de la densité de frelons, quoi. La suivante. Donc ici, toujours, vous voyez les panneaux solaires qui sont disposés. Là, il y en a qu'un. Moi, c'était des petits panneaux de 2 fois 10 watts. Et au milieu, vous avez le petit boîtier et il vous explique tout en détail, hein, le système pour les faire marcher. Après, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les frelons en automne, ils viennent très tôt au rucher, à l'heure où on n'est pas là. Dès qu'il fait jour, les frelons viennent. Donc, quand vous avez que des panneaux solaires, parfois, des jours où il fait un peu gris, etc., bah, on perd un petit peu en destruction de frelons parce que si vous avez une batterie, bah là, ils seront efficaces beaucoup plus rapidement. Donc, la AVO, de plus en plus, préconise d'avoir une batterie qu'on peut recharger comme ça avec un panneau solaire. Donc, c'est à force d'expérimenter où maintenant ils font ce type de remarques et c'est vrai qu'ils progressent régulièrement. On est content d'avoir comme ça des gens, c'est un petit groupe de 4 personnes, hein, qui sont passionnés par cela et qui font ça de façon très très sérieuse. La suivante. Donc, à gauche, le petit tréteau, hein, qu'on monte sur un bac, hein, et donc avec une vis. Bon, il y a différents systèmes pour les fixer. Et donc ça, pour ranger ça en hiver, c'est facile, alors que les autres pyramidales, en hiver, il faut avoir quand même de la place. Mais bon, un, un apiculteur, en général, si vous avez une vingtaine de ruches, vous allez avoir trois arbres. Donc, même les pyramidales, on peut arriver à trouver, mais ce système est intéressant. Et là, même Jacques Camp, lui, a inventé
une plaque plastique, hein, je crois qu'il va la commercialiser bientôt. Au lieu de mettre des petits pitons là, de tableaux là pour, vous voyez, avec deux couleurs différentes pour les fils. Et donc là, il met une plaque et donc comme ça, directement, il fixe la plaque sur le bois et c'est beaucoup plus rapide après pour faire son montage avec les fils. Et donc à droite, les deux panneaux solaires comme ça, donc ça permet de bien orienté et ça fonctionne. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec ce type de harpe, hein, une comme ça, une pyramidale. Et pour l'instant, ça tient très bien. Mais c'était dans les premières, c'était encore des petits générateurs à base avec les manches de raquettes de système pour tuer les moustiques ou les frelons. Mais on progresse. Donc ici, des détails pour voir un petit peu, vous voyez, entre les fils, les deux fils différents qu'il peut y avoir. Donc, il vous explique comment mettre ça en place. Et donc, c'est du temps à passer avec les fils. Alors, pareil, les fils inox, il y a des fils inox chinois qui sont pas de très bonne qualité. Donc, faut faire attention parce que ce sont des fils qui sont quand même dehors. Moi, sur ma première, c'est vrai que le fil, je l'ai pas changé, mais j'ai régulièrement des fils qui cassent, quoi. Donc, il faut que je change ce fil. Donc, il faut avoir un petit peu de matériel, mais là, sur le site, vous avez l'ensemble des indications et ils sont plus doués que moi pour expliquer ça parce que vraiment, tout est bien détaillé, quoi. Donc là, ils vous ont mis sur les harpes à tréteaux, bah, les bandes PVC, hein, c'est le système de Jacquin. Et donc, un générateur central donc pour le rucher, une alimentation par batterie, c'est ce qu'ils recommandent maintenant. Et donc, les panneaux solaires avec batterie, ben, il faut plus des panneaux solaires de 10 watts, il en faut les 50 ou 100 watts, donc c'est un petit peu plus cher. Mais bon, je suis pas un grand adepte d'Internet, mais il paraît que ça se trouve très facilement sur Internet. Bien sûr. Donc, les recommandations hein, globales, donc vous voyez ça, au cours de nos réunions, nous, ils viennent souvent, ils nous font des petites démonstrations comme ça, et c'est vraiment quelque chose qui est très, très simple. Un point que je n'ai pas encore abordé, c'est mettre sur les fils, vous mettez 3 à 5 plombs de pêche, hein, vous savez, les petits plombs noirs, et les frelons croient que ce sont des abeilles et ils se précipitent dessus. Et là aussi, ils avaient calculé, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais on améliorait comme ça le nombre de frelons pris entre une harpe où il y avait ces plombs de pêche et les harpes où il n'y en avait pas. Donc, si vous mettez vos arbres bien disposés, alors, pour les professionnels, quand ils mettent des ruches sur des palettes, donc vous avez il n'y a pas un alignement comme ça de toutes les ruches, c'est vrai qu'en alignement, on est plus efficace, mais quand vous avez sur palette, vous pouvez mettre une harpe entre deux palettes. Et donc, les frelons, ils tournent quand même et ils passeront dedans. Et après, vous pouvez éventuellement mettre un grillage en plus. Mais c'est vrai que chez les pros, c'est notre réflexion actuelle. On essaye de trouver quelque chose. Au début, ils n'en voulaient pas du tout, mais comme ils sont de plus en plus embêtés et que la transhumance, ben, maintenant, ils ont du mal à trouver les endroits où il n'y a pas de frelons. Et donc, mais ça existe pourtant. Hein, je vois dans le sud du Massif central, il y a des gens qui me disent, mais nous, on n'est pas du tout embêtés. Même dans les Alpes, en Alsace, enfin partout, ça commence quand même à être la crise et je vous assure que cette année, ça va être une très très mauvaise année pour nous avec le frelon. Donc, il faut mettre en place pas mal de choses. Et donc, s'il y a besoin, on peut retendre un peu les fils comme on fait pour les fils de cadre. Donc, le grillage de guidage, hein, souvent on nous demande la dimension. C'est pas la dimension des trous qui est importante, c'est avoir un grillage grossier qui les oblige à passer comme ça entre les différentes ruches, où après ils passent au-dessus. Mais en général, ils passent quand même beaucoup plus facilement dans les harpes, et là on a une efficacité qui est remarquable. Et donc, ils mettent 100 frelons noyés par jour par harpe dans le département du Val d'Oise. C'est un département où il y a 1500 nids détruits par an, donc vous voyez qu'on n'est pas au niveau des Bretons ou des Normands. Mais depuis plusieurs années, en faisant ça, on a un plan régional depuis 2016
enfin, on arrive à rester comme ça à moins de 1000 lits en moyenne par département, quoi. Donc, je pense que l'ensemble de la protection, le piégeage de printemps, etc., ça fait ses effets, même si de toute façon, le frelon est plus fort que nous. Hein, on n'arrivera pas à l'éliminer. Donc, la suivante. Donc, les idées reçues à combattre, donc là, vous voyez, c'est pas la peine de se protéger, une muselière va suffire. Donc, ça a été largement expérimenté et c'est insuffisant. Les portes vertes, là aussi, il y a quand même des frelons qui arrivent à rentrer avec une porte verte. Mais quand vous avez un ou deux frelons qui rentrent sous une porte verte, bon, ils ont un peu de mal quand même. Et ceux-là, dès qu'ils sont dans la ruche, c'est qu'ils se font oxyre. Donc, ça, ils posent pas de problème. Par contre, c'est quand ils rentrent, hein, avec leurs phéromones de marquage, ils ont marqué une ruche, ils reviennent à une centaine. Et si vous n'avez pas de réducteur, là, ils rentrent très rapidement. Si vous avez des réducteurs verts, ils ont quand même plus de difficultés, ils vont rentrer moins vite. Mais si vous venez que tous les 10 jours, évidemment, ils ont le temps quand même de faire partir les abeilles et de provoquer la désertion. Il y a des gens qui sont contre. Moi, je lis régulièrement des gens qui disent, ah, ma harpe électrique, il y a un chevreuil qui l'a renversé, il y a eu une souris qui s'est noyée dedans, il y a un oiseau qui est venu dedans. Évidemment, il y a des dommages collatéraux, mais ils sont quand même très, très peu nombreux par rapport à ce que ça apporte, quoi. Et donc, si on fait ça correctement, on a quand même très peu d'autres, hein, de problèmes par ailleurs, quoi. Et donc, les harpes, pour moi, c'est le système qui a changé quand même notre approche de la protection du rucher en automne. Les abeilles sauront vite se défendre. Non, tout le monde nous signale. C'est vrai que parfois, vous avez un frelon, il se fait entourer par 15-20 abeilles, mais c'est pas un acquis, hein, c'est une défense naturelle. Mais il faudra peut-être 20 ou 30 ans pour que les abeilles savent faire comme Apis cerana. Et même en Italie, en Asie, en Chine, quand on interroge les Chinois, c'est quand même pas quelque chose qu'ils font très couramment, hein, d'asphyxier une abeille comme ça en élevant sa température, en bouchant, hein, les systèmes d'aération, ben, j'ai plus le nom. Et donc, il faut pas compter là-dessus. Les poules, récemment, j'étais intervenu aux journées du GTV, là, des GTV pour les vétérinaires à Nantes, et il y a toujours des gens de la région de Janzé qui disent, mais nous, on a des poules spéciales, etc. Non, non, ça ne marche pas, c'est comme Sarracenia, la plante carnivore. Donc, tous ces systèmes-là, c'est du pipeau pour parler couramment. Et donc, développer la géolocalisation des nids, c'est quelque chose de très intéressant. Les Suisses le font, hein, ils mettent deux personnes et ils trouvent un nid en une ou deux journées. Donc, ça leur coûte 3 000 euros. Ils sont contents. Pour l'instant, ils n'ont pas encore beaucoup de frelons. Mais quand ils en auront beaucoup, comme dans certaines régions en France, on s'aperçoit que pour l'instant, ce système est insuffisant, quoi. Donc, hein, il faut travailler dessus, hein, mais actuellement, les drones, c'est la même chose, ça n'apporte pas de solution miracle. La suivante. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de repérer, de détruire les nids, donc avec le système de triangulation, c'est quand même un système qui est assez simple. Et donc, les pots à mèche, donc vous prenez un pot de confiture, vous faites un trou dans le couvercle, vous passez une mèche et vous mettez dedans un sirop de nourrissement. Et avec ça, vous avez des frelons qui viennent dessus. Vous avez aussi des abeilles, mais quand vous avez des frelons, vous pouvez les mettre dans un système pour marquer les reines. Et donc là, à partir de là, vous le marquez. Il faut bien le marquer sur l'abdomen, au-dessus et en dessous de l'abdomen, avec un marqueur blanc si possible. Et après, vous allez essayer de suivre la direction. Et donc, en refaisant ça 2 à 3 fois, vous arrivez comme ça à reconnaître la direction. Alors, c'est pas parfait parce qu'on voit régulièrement des frelons, quand ils repartent comme ça, il faut déjà penser à bien les nourrir, hein, parce que si vous les prenez tout de suite et que vous les faites repartir, ben, ils vont repartir à la chasse. Donc, il faut leur donner un peu de sirop à manger. Et quand ils ont pris le sirop, il faut bien regarder la direction. Et après, vous avancez de 50 mètres et donc vous pouvez améliorer la détection.
Mais ça demande quand même du temps. Bon, après, quand on est apiculteur de loisirs, comme son nom l'indique, on a du temps. Hein, on sait que les retraités, il faut rien. Donc, on doit pouvoir quand même arriver à en trouver. Donc, c'est pas parfait, c'est chronophage. Mais quand vous avez deux, trois nids autour de votre rucher, ça vaut le coup parfois de passer une demi-journée ou une journée pour les trouver. Donc, en région Rhône-Alpes, ils le font beaucoup et ça marche. Mais il faut les premières fois, c'est quand même un peu décourageant parce qu'on a du mal. Moi, mon rucher est en lisière de forêt et donc les frelons passent au-dessus de la forêt pour venir en ville. Et donc, je ne peux pas le mettre en application, quoi. Je ne peux pas les suivre, donc c'est pas applicable partout. Mais c'est un système quand même qui est pas assez connu et c'est vrai que on voit. Alors il y a des gens qui détruisent un nid, ils disent ah bah très bien, on n'aura plus de problème et le lendemain ils ont toujours autant de frelons. Donc parfois c'est pas le nid qui est le plus proche du rucher qui est responsable du stress sur vos ruches. Hein, parfois vous avez des nids qui sont à 1,5 km et qui posent plus de problèmes qu'un nid qui est situé à 300 mètres. Donc il faut continuer la recherche dans ces cas-là. Donc, je ne le détaille pas plus, mais ça, on peut trouver tout le système comme ça pour améliorer notre détection des nids. Et c'est quelque chose qu'on devrait quand même mettre en place de façon plus importante. Bon, là, ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Il y a des frelons qui ne coopèrent pas, donc c'est pas la peine. Hein, ceux qui veulent pas repartir vers le nid et tout, ben, il faut en attraper un autre. Et en moyenne, il faut 2 à 3 heures pour trouver un nid, mais il faut deux personnes si possible. Et faut un terrain découvert. Après, il y a des gens, tout à l'heure on a parlé des puces hein, en ville, il y a des échos, et donc les spécialistes, là, à la VO, il y en a un qui l'a testé, ça. Et donc en ville, avec les murs, etc., on a beaucoup de difficultés à suivre les frelons et on trouve très rarement le nid en ville, quoi. Donc c'est un petit souci. Donc, la suivante. Donc, en conclusion, donc, faut généraliser la protection des ruchers. J'espère que je vous ai convaincu. Promouvoir les méthodes efficaces et respectueuses de la biodiversité. Donc là, on a encore des progrès, mais moi, je suis quand même très content parce que depuis 2 à 3 ans, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de départements et de régions qui s'organisent hein, pour mettre en place comme ça tout ce qui a été mis dans le plan national de lutte. On a toujours des gens, aujourd'hui, je vois en région Île-de-France, il y a des appels à projets, donc il y a des gens qui ont acheté qui sont fait financer un paintball pour une commune. Nous, on ne recommande pas le paintball hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de billes qui vont à côté. Et donc, le paintball, il ne doit être utilisé que pour les nids qui sont situés sur des lignes électriques, sur les caténaires pour les trains, etc. Et en dehors de cela, si vous avez un nid à 30-35 mètres de haut, vous le laissez tranquille. Hein, les perches, elles ne vont pas jusque-là. Mais c'est pas parce que vous laissez un nid en place que ça va changer grand-chose dans une région ou dans un département où vous détruisez 5000 nids, quoi. Donc, faut pas s'acharner sur le dernier nid. Ensuite, comme je vous l'ai dit et redit, donc pour être au maximum de l'efficacité, il faut associer plusieurs choses, donc les muselières, les harpes électriques, du grillage de guidage, d'une protection sous les ruches et du piégeage avec les bons pièges. Là aussi, actuellement, le piège bivital, hein, ils sont souvent en rupture parce que toutes les études l'ont montré et actuellement, toutes les remontées de terrain qu'on a montrent que c'est quand même le piège le plus intéressant. Moi, personnellement, je trouve que le piège japonais est aussi efficace, mais il est 2 fois plus cher. Donc, ce piège bivital, il correspond parfaitement à ce dont on a besoin actuellement. Donc, rechercher les nids primaires et secondaires. Donc, ça aussi, il faut informer les populations, il faut que les gens puissent nous indiquer plus facilement où sont les nids. Et on attend trop souvent la chute des feuilles. Et donc, tout ce qui est détruit après la chute des feuilles, on peut dire qu'il y a les 2 tiers, ou parfois la totalité des fondatrices qui sont parties. Donc, agir tous ensemble, et c'est là, dans le plan de lutte, hein, on incite vraiment tout le monde à s'organiser au niveau des départements, des collectivités locales, hein, soit individuelles des mairies ou des Comcom. Et donc, si on arrive comme ça, bien tout organisé, on est efficace. Après, il y a
des problèmes financiers actuellement, hein. On voit partout, on manque de finances. Donc, il y a la Manche, ils étaient à 98% de financement de destruction des nids, les communes. Et là, progressivement, ça baisse parce que 10 000 nids par an sur la Manche, vous voyez, ça représente plus d'1 million d'euros. Et donc, les communes n'ont plus beaucoup d'argent disponible. Donc, après, faut quand même s'arranger pour faire du piégeage de printemps pour avoir moins de nids. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire financer par les collectivités locales. Donc, vaut mieux financer des pièges, mais des bons pièges. Hein, et donc des pièges qui sont attractifs et sélectifs. Et là, les communes auront moins à dépenser après pour le financement de la destruction, même si il y a quand même encore beaucoup de communes qui ne financent rien du tout. Mais même sans avoir ces financements, on peut arriver à convaincre les populations que mettre 100 ou 150 euros pour la destruction d'un nid, c'est l'intérêt général et même les particuliers qui ont ça, un jour, peuvent quand même avoir un accident chez eux. La suivante. Donc ici, ben l'AVO, on refait comme ça un petit plan qu'on connaît bien hein, sur le cycle de vie comme ça des frelons. Et donc, vous voyez le piégeage des fondatrices au printemps. Et moi, j'insiste là de piéger au mois de mars et non pas au mois de février. Hein, on voit parfois en Finistère un frelon fin janvier, début février. C'est pas parce qu'on voit une fondatrice à cette période-là. S'il vient un petit coup de froid après, de toute façon, elle sera morte. Et donc, attendons. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire passer comme message, mais on a une efficacité à la longue qui est supérieure. Donc là, la pose des harpes, là, c'est vraiment à partir du mois de juillet. Donc, pose de muselière, protection sous les ruches, un grillage aussi de protection devant les harpes. Et donc, ensuite, donc la période de reproduction. Donc là, c'est vraiment la période où on a le plus de stress sur les ruches. Donc là, il faut de la surveillance. Moi, je dis aux pros, par exemple, surveiller plus qu'avant. La saison est finie, la saison de la récolte, mais la saison du frelon, on est en plein dedans. Donc, il faut quand même aller plus souvent en rucher, même si c'est un petit peu de travail. Mais c'est vite fait quand même de passer régulièrement au rucher pour voir s'il y a du frelon ou pas. Parce qu'on voit parfois des ruchers où il y a très très peu de frelons. Et puis en 15 jours, la quantité de frelons augmente parce qu'il y a eu des nids qui se sont développés ou des nids qui ont trouvé comme ça un rucher qu'ils n'avaient pas trouvé avant. Et donc ça évite ces pertes massives qu'on ne devrait pas voir. Et donc ensuite, bord des ouvrières, des mâles, là aussi, il y a toujours des polémiques, moi, sans arrêt, je vois des insectiseurs qui nous disent, mais non, au mois de janvier, j'ai détruit des nids et il y avait encore des fondatrices dedans. Non, il n'y a jamais une fondatrice fécondée qui a été vue dans un nid hein, au mois de décembre ou janvier. Donc, elles ont la même taille, hein, les ouvrières et les fondatrices en automne, à partir du mois de fin octobre, elles ont la même taille parce elles sont dans les dernières galettes du bas, donc dans des grandes alvéoles, et donc on ne peut les distinguer qu'en fonction du poids. Donc tout ce qui fait plus de 550 milligrammes, c'est une étude belge, ça, sont des fondatrices en général, c'est plutôt 700 d'ailleurs, hein, si elles ont suffisamment de réserve pour passer l'hiver. Et tout ce qui est inférieur à 550, ce sont des ouvrières, mais elles ont la même taille. Et donc ça, il faut pas les écouter. Ces gens-là, ils ont un intérêt financier, donc évidemment, ils veulent qu'on continue à détruire. Après, jusqu'à présent, on était plutôt pour aller de destruction jusqu'au 15 décembre. Moi, je recommande au minimum jusqu'au 15 novembre, mais après, en fonction de l'année, on peut aller fin décembre, mais même le 15 décembre, pour moi, ça n'est pas nécessaire. On doit pouvoir arrêter plus tôt. Et si vous avez des nids qui sont à 25-30 mètres de hauteur, ils ne dérangent personne, la reine est morte, les ouvrières vont mourir progressivement s'il n'y a pas de risque pour les populations. Et là, il n'y a plus de prédation sur les ruchers. Donc, on arrête de dépenser de l'argent pour ces frelons. La suivante. Voilà, ben après, bon, on va passer aux questions-réponses, mais on peut mettre peut-être les deux suivantes, là, Violaine. Hein, vous allez voir.
Hein, le site de l'AVO, on peut laisser là-dessus, je crois que c'est la dernière. Comme ça, vous allez sur ce site et vous aurez toutes les informations que je ne suis pas capable de vous donner parce que c'est très technique. Et donc là, pour les gens intéressés, c'est important d'aller sur ce site. Moi, je remercie l'AVO qui continue à œuvrer comme ça pour le bien de la profession. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci Étienne. Est-ce que tu ouvres l'onglet conversation pour voir les questions Ouais, qui est ou en tu haut me les de résumes. ton écran? Ou sinon, je peux te les lire aussi, pas de problème. Ouais, tu me les résumes, je sais pas si... Alors, celles qui ont été inscrites pendant le webinaire, alors des fois, c'est des remarques aussi, mais je vais les lire quand même. Alors, la surveillance de la ruche à la planche d'envol n'est plus possible avec le système AVO à tube, ce qui est quand même ennuyeux, même si on est en fin de saison. C'était par rapport aux muselières, ça. Oui, alors là, je peux répondre, hein. C'est une habitude, hein. Les apiculteurs en automne, ils aiment bien voir leur planche d'envol. C'est comme avec les ruches basse consommation maintenant pour le varroa, donc il faut agir différemment. Mais les gens qui font ça depuis plusieurs années sont très très satisfaits et si on suit le poids de la ruche, etc., pour pas avoir de famine par ailleurs, on voit quand même que les abeilles, elles rentrent, elles sortent, etc. Donc c'est une attitude différente à avoir. Mais ça, c'est quelque chose qu'on oublie très vite, hein, on passe à autre chose et donc sont des habitudes qu'on a, mais il faut savoir qu'à cette période-là, on doit agir différemment. Ensuite, par rapport à la construction des harpes, il y avait le commentaire, le plastique polyéthylène est idéal car isole beaucoup plus que le bois et résiste aux UV. Pour les harpes, ouais, moi je suis pas trop pour le plastique, hein, mais les, les harpes très tôt, par exemple, ça marche très bien. Les harpes en bois, on peut remettre un petit coup de peinture dessus et donc on prolonge leur durée de vie. Donc, c'est un avis, mais je vois Jacques Kemp là, qui, lui, ne jure que par le plastique, que ce soit pour les pots ou tout le matériel qu'il développe. On est quand même à une période où on a même du plastique dans nos cerveaux, donc il faut essayer de limiter son emploi. Ensuite, il y a un commentaire, oui, c'était par rapport à la triangulation, qui demandait si 2 à 3 heures pour trouver un nid, c'était pas un petit peu optimiste. Et c'est quand on a de l'expérience là-dessus, hein. Au début, parfois, on met plus de temps. Mais les gens, je vois en Rhône-Alpes, il y a des gens quand même qui font ça depuis plusieurs années et ils se débrouillent pas mal. Mais il y a des échecs, hein. Ça marche pas à tous les coups. Et même avec les systèmes de puces électroniques, il y a des échecs aussi, hein. Les Suisses, je crois, l'année dernière, ils ont 700 nids détruits en Suisse ou sont arrivés à 800 peut-être. Et ils en ont trouvé 300 comme ça avec ce système, mais ils dépensent 3 000 € par nid à deux personnes et passent une journée, parfois 2 jours. Enfin, donc, mais ça, c'est très bien quand on n'en a pas beaucoup et puis qu'on est riche comme les Suisses. Mais en France, les apiculteurs, s'ils ont un petit peu de temps, ils peuvent le faire, je pense qu'en 3 heures, mais après, ça dépend de la position du nid par rapport à son rucher, hein, donc. Mais c'est comme tout, il faut l'expérimenter et puis au bout d'un certain temps, on comprend un petit peu mieux. Parce que les frelons, ils sont malins. Parfois, ils partent dans un sens et le nid est à l'opposé, quoi. Donc, on se fait aussi avoir et au bout d'un certain temps, on comprend un peu mieux leur façon de repartir comme ça au nid. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'est qu'ils soient nourris, qu'ils aient envie de repartir au nid. Et là, une petite remarque comme ça aussi sur le fipronil, hein, qui est encore largement préconisé par certains. Ça, c'est un scandale, hein. On ne peut pas utiliser du fipronil qu'on a longtemps décrié pour le gaucho et tout, et une période où les néonicotinoïdes reviennent. Donc, essayons, s'il vous plaît, le fipronil, de toute façon, il n'y a jamais eu une expérimentation qui a montré que c'était efficace. Donc, on n'utilise plus d'appât empoisonné comme ça pour détruire les nids. Ensuite, par rapport à la destruction des nids qu'il faut déclarer, enfin, il faut les trouver. Du coup, il y avait un commentaire qui disait il faut que les communes financent les destructions.
pour Oui, mais inciter comme je aussi. vous l'ai dit, le problème, c'est que les communes, elles ont plus de sous, hein. Moi, je vois, je démarche mes communes chez moi, la communauté de communes que je connais bien, et pour eux, il est hors de question de financer ça, parce que ils ont des échos, des régions où il y en a beaucoup. Pourtant, bon, en Île-de-France, il y en a moins qu'en Bretagne. Mais donc, les maires entre eux, ils discutent lors de leurs réunions, et donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver des financements. Mais on peut quand même arriver à lutter contre le frelon, hein, en se disant que si on fait une campagne de piégeage de printemps correcte, on peut espérer arriver à baisser de 50% le nombre de nids et donc le coût de la destruction. Et ça, parfois, c'est un argument pour dire aux maires, bah, vous avez moins de nids à détruire, faites un effort et aidez-nous, quoi. Euh, Ensuite, alors quelqu'un qui demandait des précisions sur la protection sous les ruches. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a rejoint en cours. Je vais montrer l'image. Oui, un simple filet, hein, moi je mets sur mes cerisiers Voilà. des filets, et donc avec ça, ça fonctionne parfaitement. Donc, les frelons, ils sont, quand vous n'avez pas de protection, vous voyez en permanence des frelons sous les ruches. Et donc ça, c'est le stress. Le piège Happy Shield qui avait été inventé il y a 5 6 ans, c'était une catastrophe parce que les frelons étaient piégés sous la ruche. Donc ça a stressé énormément les abeilles. Donc mettre ce système-là, ou comme à gauche, mettre une hausse avec un grillage garde-manger en dessous, ça éloigne de 20 centimètres les frelons, et là, vous posez votre ruche dessus et vous êtes tranquille. Alors, pour la question si vous pourrez récupérer l'enregistrement, oui, du coup, on l'enregistre justement pour que vous puissiez le revisualiser et que ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire puissent le voir aussi après. Après ça, par rapport à la triangulation, une boussole de visée doit pouvoir aider pour un coût moindre dans les triangulations. Ah, c'est peut-être une bonne idée. Moi, je ne connais pas de ça, donc celui qui a écrit ça faudra peut-être qu'il nous envoie un message pour expliquer un petit peu comment faire, parce que c'est vrai que triangulation, pour moi, c'est une méthode d'avenir pour essayer de détruire les nids beaucoup plus tôt, parce que là, on a trop de nids qui sont détruits après le départ des fondatrices, donc on dépense de l'argent inutilement. Donc oui, oui, il faut prendre toutes les bonnes idées. Donc si vous pouvez nous envoyer vos indications, boussole de visée, je connais pas. Et après, c'est des remerciements. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, je vous remercie aussi pour votre attention. Et après, bon, ils peuvent toujours poser des questions, on pourra répondre plus tard si besoin, hein. Donc, mais pour moi, c'est vraiment indispensable cette protection des ruchers. Quoi qu'on fasse, de toute façon, on vit avec le frelon asiatique, hein. Maintenant, il y en a deux autres en Espagne, là, notamment au espace Aurore, et ils vont nous arriver aussi. Donc, essayons comme ça d'être le plus efficace en nous adaptant au mieux. Le, le frelon orientaliste là, à Marseille, maintenant, il est sur 3 départements méditerranéens. Il ne s'attaque pas aux ruchers pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'y en a pas encore assez. Mais le jour où il va s'attaquer aux ruchers, eux, ils attaquent en masse comme Mandarinia, là, le très gros frelon. Et aux États-Unis, il y a eu un message comme quoi ils avaient éliminé Mandarinia, c'est faux. Hein, ils en ont toujours. Donc, méfiance quand on vous annonce des choses comme ça. Pour éliminer, bon, Mandarinia, c'est peut-être plus facile, et il a une reproduction beaucoup moins rapide que Velutina. Mais Velutina, il a une capacité de reproduction extraordinaire, et cette année, on le voit. Les quantités qu'on a pris, il y a beaucoup de gens, ils ont triplé leur nombre avec les mêmes pièges, hein, leur nombre de fondatrices prises au printemps. Donc, ça veut dire qu'on va tripler aussi la pression en automne. Donc là, faut être vigilant, et dès maintenant, encore ces jours-ci, moi, je vois des nids primaires, et donc faut continuer comme ça à aller chercher ces nids primaires, parce que la plupart des nids secondaires, c'est à partir du 15 juillet. Donc, il y a quand même encore beaucoup de nids primaires à trouver, quoi. Alors, j'avais pas vu, mais il y a aussi en effet des questions dans l'onglet questions-réponses. Et alors, il y a celle-ci aussi. Alors, vous avez parlé d'une plaque pour aider à installer les fils sur la harpe électrique. Vous savez quand elle va être commercialisée?
Ça, c'est Jacques Camp, donc il a toujours 36 projets en même temps, mais bon, je l'ai vu récemment et il m'a dit que c'était en cours, mais je peux pas vous donner de date, mais d'ici 2 à 3 mois, ce sera disponible. C'est vrai que c'est très pratique parce que au lieu de mettre vos petits pitons, etc., vous collez la plaque sur la harpe très tôt, et donc vous en mettez deux, une de chaque côté, et ça va, c'est fait très très vite. Alors, une remarque, depuis début juin, j'ai tué 50 frelons asiatiques avec mes deux harpes électriques. Je pense que cela réduit le travail des nids secondaires. Alors ça, c'est une théorie de, comment il s'appelle, Denis Thierry, là, à l'INRA de Bordeaux, qui lui dit il faut mettre les harpes électriques plus tôt parce que ça permet au moment de la formation des nids secondaires, les, les ouvrières comme ça, on peut en prendre, hein. Elles ne sont pas des fondatrices, hein, à cette période. Ce sont des ouvrières. Et donc, quand vous piégez comme ça un nombre important d'ouvrières, vous avez des nids plus petits, des ouvrières qui sont plus petites, et donc on peut espérer comme ça avoir parfois des ouvrières, des fondatrices qui passeront moins bien l'hiver parce qu'elles seront petites, moins de réserve, etc. Puis l'hiver est un peu rigoureux quand même. Donc c'est une théorie. Pour l'instant, on n'a pas d'expérimentations qui ont été faites. Mais lui préconise comme ça de mettre les harpes plus tôt. Et donc, autant les pièges, c'est embêtant parce qu'on a quand même toujours, même les pièges les sélectifs, on est à 30% d'efficacité. Les harpes, on a quand même une bonne sélectivité et donc ça permet peut-être de faire ça. Mais ça, c'est à voir sur le long terme. Moi, je trouvais cette idée excellente. Mais par contre, je suis pas pour le piégeage. Moi, après le 15 mai, on ne piège plus jusqu'au 15 juillet, quoi. C'est indispensable. Avez-vous essayé les tentes à frelons de Happy Cross? Non. Alors oui, c'est un peu du gadget, hein. J'ai plusieurs apiculteurs de mon groupement de défense sanitaire qui les ont essayés. Donc il y a de la prise au vent, c'est très difficile à mettre en place. Ça fonctionne, mais c'est du bricolage, quoi. Donc il faudrait que ce système soit amélioré. Pour l'instant, il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres qui trouvent que c'est pas efficace. Mais comme tout système, ça demande à être perfectionné. Je pense que actuellement, ça ne tient pas. Dès qu'il y a un petit peu de vent, c'est mis en l'air, etc. Donc, c'est un système qui est bien imaginé, mais le matériel, bon, après, ça va augmenter les coûts, mais le matériel n'est pas au point. Doit-on mettre les muselières et les grilles d'entrée vertes en même temps? Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, si on met les muselières à tube, par exemple, avec la grille en bas, on n'a plus besoin de mettre de muselière, de restriction d'entrée en bas, au niveau de la ruche. Donc ça, c'est un avantage. Après, ça permet aux ouvrières de nettoyer comme ça l'intérieur de la ruche. Parce que quand moi j'enlève mes muselières à tube, quand elles ont comme ça une entrée verte en bas, sans avoir la grille à l'intérieur. Et donc là, vous avez quand même beaucoup d'abeilles mortes qui restent sur le plancher de la ruche, quoi. Hein, et les abeilles, ils n'arrivent pas à être sorties après parce que. Et donc là, elles le mettent dans la muselière qui est devant, la muselière à tube. Donc là, ça gêne moins. Donc, mais sinon, on peut les mettre en place en même temps. Moi, c'est ce que je fais. À quand les décrets d'application de la loi votée en mars? Alors, c'est en grosse discussion au niveau du gouvernement. Donc, comme toujours, vous avez des décrets parfois qui paraissent 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Et donc, de toute façon, dans la loi, pour l'instant, la loi, c'est un cadre vide, hein, il n'y a absolument rien. Hein, il y a des idées, mais tout va être dans les décrets. Et donc, pour ne pas se tromper dans les décrets, ils ne vont pas très vite. Bon, il y a tous les systèmes juridiques qui sont là pour tout vérifier. Donc moi, je pense qu'on les aura pas avant l'année prochaine, personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a des discussions. Les organismes sanitaires sont en relation avec la GDL, avec la DGAL et le MTE, le ministère de la Transition énergétique. Et donc le fait de dépendre de deux ministères en plus, ça complique fortement les choses, quoi. Après, le bois se gorge d'eau et donc absorbe la haute tension. Donc ça, c'était pour les harpes. Et tout
tu as parlé des petites toitures qu'on pouvait mettre dessus. Oui. Non, je regarde les réponses, enfin les questions, il n'y a pas encore eu de réponse. Y a-t-il une couleur qui attire les frelons et une couleur qui les repousse? Il n'y a pas de couleur qui les repousse. Bon, après, on parle toujours du jaune et du rouge hein, pour les attirer. Pour moi, ce qui les attire, c'est les phéromones d'alarme, quoi, hein. Donc, pour les pièges, hein, il faut pas hésiter avec les pots. Moi, au printemps, parfois, je mets un pot, si je veux expérimenter un nouveau piège, c'était le cas avec le piège suisse, je mets un pot à mèche et j'attrape deux frelons et je les mets dans le piège. Mais malgré ça, le goût de 4 bises, là, c'est pas révélé très efficace. J'ai fini de compter aujourd'hui et on avait moins de 2 frelons par piège sur 5 semaines, alors que dans les autres, on en avait une centaine, quoi. Donc ces pièges sont hyper sélectifs. Vous n'avez que du frelon asiatique, mais ils n'attrapent pas suffisamment de frelons, puisque notre but, c'est d'attraper un maximum de frelons asiatiques. Il n'y a pas de jaune. Alors, qu'en est-il des tentes devant les ruches? Tu as parlé de certaines tentes, est-ce que tu as parlé de toutes les tentes qui étaient devant les ruches? Alors, il y a différents systèmes, hein. Il y a des gens qui mettent un grillage tout autour des ruches, hein. Ça fait comme une cage de Faraday avec du grillage et ça marche bien, hein. Dans le 94, il y en a plusieurs qui font cela. Donc, quand vous avez 4, 5 ruches, c'est intéressant, mais il faut quand même mettre beaucoup de grillage. Et si vous voulez passer en dessous, il faut mettre 2 mètres de haut. Donc, ça représente quand même. Après, il faut les faire tenir. Mais ça fonctionne. Donc, le grillage, il y en a qui en mettent en biais devant les ruches. Donc, vous mettez ça 1 mètre devant les ruches en biais, hein, à 45 degrés. Et ça aussi, ça éloigne très bien les frelons. Mais les frelons comprennent très vite qu'après, il faut qu'ils arrivent par derrière le rucher. Et donc là, ils viennent par derrière, ils viennent sous les ruches et ils repassent devant. Et donc, ils comprennent le système très, très vite, quoi. Donc le système détente avec genre grillage moustiquaire, hein, très fin, le principe est bon, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne tient pas la route longtemps, quoi. C'est très, très fragile, quoi. Les risques de feu existent même avec des tensions de 2000 volts. Il suffit de voir l'étincelle que fait un moustique dans une raquette. Oui, mais on n'a jamais eu le moindre incendie collé actuellement avec les harpes électriques. Après, comme partout, hein, moi je débroussaille autour de mon rucher, mais je ne laisse pas à terre le foin, hein, parce que c'est dangereux. Et donc ça, c'est comme on recommande maintenant dans le sud, hein, faut pas laisser ce qui peut favoriser les incendies. Et donc là, si autour de votre rucher hein, vous êtes sur de la terre ou de l'herbe, mais que vous ne laissez pas d'herbe sèche, vous pouvez avoir quelques étincelles et vous n'aurez pas d'incendie. Bon, donc, ouais, c'est souvent une remarque qui nous est faite, ça, sur les harpes électriques. Mais les gens qui utilisaient des harpes depuis des années, hein, on n'a jamais eu un seul cas de remontée d'incendie dû à une harpe. Après, quand vous avez un frelon qui est électrocuté comme cela, euh, ça fait un petit court-circuit. Et donc, quand vous avez 5 harpes qui sont mis sur la même batterie, pendant ce temps-là, le courant est coupé par ailleurs, quoi. Et donc, vous perdez parfois un petit peu, mais la AVO a bien regardé et finalement, on garde une efficacité à peu près identique qu'on mette des panneaux solaires individuels ou une batterie pour plusieurs, quoi. Et la batterie, il faut la recharger tous les 15 jours s'il n'y a pas de panneau solaire. Donc, faut avoir 2 batteries en général. Alors, on a la précision pour la boussole de visée. Une boussole de visée permet de noter précisément les angles sur une carte. Avec des pièges placés à divers endroits, il doit être possible de trouver précisément le lieu. Oui, oui, puisqu'on bouge, hein, quand on a attrapé un frelon, etc., la fois suivante, on avance de 50 mètres dans la direction où le frelon est parti. Et donc, oui, oui, c'est une idée intéressante, ça. Du coup, oui, pour l'enregistrement, je vais vous l'envoyer par mail, donc pas de souci. Est-ce qu'on peut avoir une copie des slides? Oui, oui, ça, moi, je donne toujours mes slides, il n'y a pas de souci, hein. Et je vois qu'il y a aussi une question, peut-on remettre les pièges bivitales en place maintenant?
Moi, j'attendrai le 15 juillet hein, pour remettre des pièges bivitales en place. Je pense, bon, le piège bivital, en fait, on ne trouve pas d'autres insectes dedans. Même l'ITSAP montre que c'est 30% de sélectivité. Donc, il y a toujours d'autres espèces qu'en tant qu'apiculteur, on ne regarde pas, quoi. On ne fait pas la même observation que les chercheurs de l'ITSAP. Mais laissons quand même jusqu'au 15 juillet sans piège. Moi, ça me paraît une bonne mesure. Mais là, on me dit la prédation a commencé sur mon rucher. Là, je suis très étonné parce que on n'a pas de prédation à la saison. Moi, je n'appelle pas ça de la prédation. Ce sont des frelons qui viennent, qui cherchent du nectar. Et donc, à la saison, ils peuvent passer dans le rucher, mais jamais ils ne stressent les abeilles dans le rucher. Et le vol stationnaire devant les ruches avec la prédation, bon, peut-être qu'avec le temps chaud, ça pourrait arriver plus vite. Mais je suis étonné de cette remarque parce que jusqu'à présent, personne nous a fait cette remarque ici fin juin, quoi. S'il y a des gens qui l'ont observé aussi, il faut nous le signaler parce on est preneur. Mais si effectivement il y a du frelon en vol stationnaire devant les ruches, ben, on peut remettre un piège bivital et voir ce que ça donne. Et, mais pour l'instant, pour moi, les frelons, ils passent, hein, comme au printemps, ils viennent pas chercher d'abeilles. Et là, actuellement, ils sont aussi toujours en recherche de nectar. Est-ce que les colonnes pièges sur une hausse cirée vide fonctionnent? Je sais pas si ça te Les, parle. Les les, colonnes de pièges peut-être sur une hausse cirée vide. oui, il y a des gens, au début, ça existait, les pièges qui étaient faits avec des hausses, quoi. Hein, donc, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Euh, Moi, ce que je pense qu'il faut, c'est ne pas mettre ça. Les Suisses sont en train d'inventer une muselière où il y aura le piège qui sera au-dessus de la muselière, donc en forme de V inversé. Et donc, moi, je leur ai dit que c'était pas bon parce qu'on va avoir des frelons dans le piège qui vont stresser comme ça nos abeilles. Bon, c'est devant la ruche, hein, donc ils sont en train de concevoir ce modèle, donc on attend. Mais pour moi, je suis pas favorable, quoi. Alors, je regarde juste s'il y a d'autres questions qui sont rajoutées de l'autre côté. Mais si les gens voient de la prédation sur les ruchers, il faut nous en faire part, hein, parce que la prédation, on l'a plutôt à partir du 15 août en général, hein. Donc, est-ce que le réchauffement climatique va nous faire avancer ça de 2 mois? Moi, ça m'étonne quand même. C'est pas parce qu'on voit des frelons dans un rucher que c'est de la prédation. Prédation, c'est quand vraiment les abeilles se mettent en V sur la planche d'envol, il y a une pression et un stress. Et donc là, il faut absolument à ce moment-là mettre des muselières. Mais mettre des muselières à la saison, moi, ça me semble pas utile. La protection sous la ruche est-elle nécessaire même si le plancher de la ruche est sans aération? Le grillage du plancher est sur mes ruches obstrué par une tôle qui le recouvre complètement. Oui, si s'il y a pas, c'est pas une grillage Nico, c'est pas obligatoire, hein. Mais les frelons aiment bien quand même se mettre là-dessous et après ils ressortent rapidement, ils sont pas repérés par les abeilles et ils sont plus efficaces pour attraper les abeilles, quoi. Mais c'est vrai que les ruches basse consommation maintenant, où ils ferment complètement le dessous, il n'est pas obligatoire de faire une protection sous la ruche. Pourrais-tu nous partager les plans pour imprimante 3D sur les éléments à mettre sur les raccords en PVC? Alors ça, ce sera sur le site de l'AVO en tout cas. Oui, mais sur le site de la AVO, il y a trois pour les imprimantes 3D. Hein, il y a une dimension en 80 mm, enfin, c'est du 79,5 je crois, donc il s'adapte sur la partie femelle, hein, qui est un peu plus large. Et après, il y en a en 73,5 et 75 sur la partie mâle. Et donc ça, vous avez les trois tutos comme ça pour les gens qui ont des imprimantes 3D. Et donc là, il faut faire attention parce que sur ces coudes, il y a des coudes pour l'évacuation des eaux pluviales.
et pour les gouttières, et donc ce ne sont pas les mêmes dimensions entre 73,5 et 75. Bon, pas spécialiste, mais la AVO m'a dit de faire attention à ça. Et là, vous pouvez faire vos petites grilles, et c'est vraiment un plus, hein, les gens. Moi, je vais en faire cette année, et donc ça m'évitera de devoir mettre des restrictions d'entrée avec ce système-là. Les pièges à nas qui sont expliqués sur YouTube par un apiculteur, Fred Soula, sont-ils efficaces? Est-ce que tu le connais? Alors, Fred Soula, oui, il fait beaucoup de choses, mais il a parlé du piège. Il y a un piège là sur lequel je suis pas du tout d'accord, mais il a expérimenté le bilital et le piège japonais, et donc ça fonctionnait, quoi. Après, il faut faire attention parce que je vois Étienne LGF là aussi. Lui, il nous a fait un magnifique reportage sur YouTube sur le piège suisse là qui venait juste de sortir, en disant qu'il était dithyrambique, c'était formidable. Et sur ce piège, nous, on en a expérimenté 30. Et quand vous avez en moyenne moins de 2 frelons sur 5 semaines dans un piège, bon, le piège, il n'est pas bon. Donc, moi, sur les nouveaux pièges, je suis toujours à demander, hein, et avec Veto Pharma, c'est ce que je leur ai demandé, d'avoir des résultats d'expérimentation comparatifs pour voir par rapport aux autres pièges qui existent si vraiment il y a un plus ou pas, quoi. Et donc, il y a une telle inventivité dans les pièges. À Nancy aussi, il y a un gars qui sort un piège extraordinaire. Donc, moi, hein, le Lornetin était pareil, il était à 100% de sélectivité au début quand ils l'ont sorti, et maintenant, l'ITSAP, c'était 2% de sélectivité. Donc, mais c'est vrai que dans un piège, au bout d'un moment, quand vous avez que du frelon, bah, vous avez plus d'autres insectes. Mais au début, par contre, là, vous en avez. Que pensez-vous du piège coréen, donc le piège vital? Piège vital, bah, c'est pour l'instant celui qui ressort le mieux, hein, en termes d'attractivité. En termes d'attractivité, le piège japonais est un petit peu supérieur, mais il fonctionne parfaitement. En termes de sélectivité, il est remarquable. Il a quelques petits soucis. Là, dernièrement, la Bretagne en avait commandé des grosses quantités, et les Coréens, pourtant, ils sont plus sérieux que les Chinois, mais ils avaient quand même modifié la teinte du réservoir, et donc c'était plus blanc et plus clair, plus translucide, et donc les frelons allaient moins dans les ailes, quoi. Et donc, eux, ils sont obligés de mettre un scotch opaque autour. Donc, même avec des bons pièges, hein, moi, je connais ça parce que j'ai une fille qui travaille beaucoup avec les Chinois, et donc la qualité est pas constante, quoi. Mais bon, en Corée, on aurait pu espérer que ce soit meilleur. Et sur le piège milital, il y a toujours les problèmes des cônes. Les cônes sont en silicone souple, et je pense qu'il y a des frelons qui ressortent. Dès le début, moi, je leur avais dit, hein, et ça a été expérimenté. On les a améliorés en coupant une partie pour que le cône s'ouvre moins. Et donc, eux, ils ont encore une petite amélioration à voir à ce niveau-là. Et après, moi, quand on me dit que les abeilles rentrent dans ce type de piège, c'est parce que, il y a un contact avec le sirop, et notamment le sirop de grenadine, qui revient dans les petites languettes qui sont au niveau des trous d'entrée. Donc pour moi, il faut couper ce système. Les frelons, ils sont capables de pénétrer dans les orifices sans qu'il y ait ce système. Et là, on a beaucoup d'insectes qui viennent lécher comme ça ce sirop. Donc on doit, pour tous les insectes, il ne doit avoir aucun accès au, à l'appât. Et le Good Cat Bees là, des Suisses, hein, et il a des petits tubes en coton comme ça qui permettent la remontée du sirop, donc avec le sirop de grenadine. Et moi, j'ai vu les abeilles qui venaient se régaler avec ça. Et donc, avec ça, après, vous produisez du miel rouge. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais c'est interdit. Que conseillez-vous comme appât en juillet pour les bivitales? Alors, en juillet, j'ai dit on met pas de bilital, donc. Mais le meilleur appât à longueur d'année, c'est pas la peine d'aller s'embêter. Il y a des gens qui mettent des appâts avec des protéines, etc. Ça marche 8-10 jours. Vous mettez du poisson, et le reste du temps, vous mettez votre appât classique à un tiers, un tiers, un tiers, ou avec la levure de boulangerie si vous préférez.
Et donc, ce sirop, il fonctionne parfaitement. Moi, personnellement, depuis 4 ans maintenant, je n'utilise que de la bière panachée et du sirop de grenadine. Je mets plus de vin. Et donc, ça marche aussi bien. J'ai pas constaté de différence par rapport au un tiers. Donc, de la bière panachée, c'est un petit peu sucré. Il y a de la bière pour comme répulsif. Et c'est un système qui me paraît encore plus simple, mais bon, à chacun de l'expérimenter. Que mange le frelon asiatique entre fin mai et mi-juillet? Bien, c'est là où il va sur des fleurs, etc. Et donc, il cherche à se nourrir comme ça, donc avec un peu de... hein, et il mange des mouches, d'autres insectes, les insectes qui sont les plus nombreux à la saison, quoi. Donc, on a de la chance pour l'instant que, bon, sauf si la remarque m'a été faite par Monsieur Alain, mais jusqu'à présent, il ne s'attaque pas aux ruches à ce moment-là. Mais pourquoi il ne s'attaque pas? Parce que il y a que dans un nid primaire, il y a que 200 frelons, et dans un nid secondaire, on en a 3000 en permanence. Donc, quand vous avez 3000 et qu'un élevage important en septembre-octobre, c'est là où vous avez de la pression sur les ruchers. Avant, vous avez sur 200 ouvrières, ben, elles vont dans le secteur, elles ramassent les insectes les plus fréquents, ce sont les diptères, hein. Et donc, elles consomment des diptères et elles vont chercher du nectar sur des fleurs, quoi. Je vois après, il y a Sur une remarque l'ensemble, sur, oui, ouais. Sur sur l'ensemble l'ensemble des des... femelles fécondées, ouais, entrées en hivernage, quelle proportion fondent des nids? Alors, le muséum nous a toujours dit que c'était 95% hein, de mortalité en hiver, quoi. Et donc, alors après, il faut savoir sur quel nombre de fondatrices, hein. Au départ, on était à 100 fondatrices. Après, on est monté à 300 fondatrices par nuit. Et un jour, on nous a dit, non, on peut, il y a une étude, je crois, qui a montré qu'il y avait 3 fois 500 fondatrices dans les très gros nids qui pouvaient partir. Donc, ça ferait 1500 fondatrices par nuit. Donc là-dessus, vous en perdez 95%. Vous voyez, il en reste encore un petit peu. Et je pense que l'hiver dernier, on n'a pas eu 50% de mortalité parce qu'il a fait froid, mais un froid pas très très froid, quoi, toujours entre 0 et 4 degrés. Et donc ça, c'était des conditions idéales pour les fondatrices. Hein, les fondatrices, elles peuvent être dans des souches d'arbres, dans des greniers, elles sont à différents endroits, et c'est vraiment la température qui va faire si elles résistent ou pas, ou l'humidité. Parfois, il y en a qui sont dans le sol et qui se trouvent noyés. Donc, Est-ce que les... c'est d'une année sur l'autre, c'est vraiment ce qui fait la différence, hein. On a des années avec, comme l'année dernière, il y avait peu de frelons, et cette année, on va se retrouver avec beaucoup, alors qu'on avait peu de nids l'année dernière. Donc, ça veut dire que sur les fondatrices, on a un pourcentage élevé qui ont résisté à l'hiver. Oui, donc quand ils mettent, si on piège 100 fondatrices, seules 5 d'entre elles auraient fondé une colonie. C'est tout à fait juste. Et autrefois, longtemps, on a cru que c'était une fondatrice piégée, c'était un nid en moins. Non, non, c'est un facteur 10 ou 15, quoi. Donc, hein, quand on prend 100 fondatrices, on peut espérer avoir fait baisser comme ça le nombre de nids de 4 ou 5, hein. Il y a une commune dans le Morbihan où, sur une seule commune, ils piègent depuis 3 ans 8000 fondatrices chaque année. Donc 8000 fondatrices, ça veut dire qu'il devrait y avoir une quantité de nids impressionnante, quoi. Et donc, en fait, je pense que déjà, ça ne doit pas être 8000 fondatrices, il doit y avoir une partie d'ouvrières, mais que même si on piège beaucoup de fondatrices, je pense que il y a beaucoup de fondatrices qui sont piégées très tôt, hein, parce que si vous mettez en février, vous avez piégé des fondatrices. L'effet de compétition, hein, on a observé jusqu'à 10 fondatrices qui meurent sous un nid comme ça par compétition, hein. Vous avez une fondatrice qui sort de son nid, vous avez une compétitrice qui arrive, qui rentre dans le nid, elle se met au fond, et celle qui est partie fourrager, quand elle revient, elle ne peut plus rentrer dans son nid. Donc, si elle insiste, elle se fait détruire par l'autre, sinon elle va recommencer un nid ailleurs. Et donc, il y a quand même un nombre de fondatrices comme ça. L'effet de compétition que Thierry Denis à l'INRA de Bordeaux, il ne reconnaît pas, hein, il existe, ça a été prouvé, ça. Et monsieur Thierry Denis, il dit, oui, mais quand vous mettez des frelons hein, dans une grande cage ensemble, ils ne s'attaquent pas. Mais oui, mais l'effet de compétition, il n'existe qu'en fonction du nid primaire.
c'est un effet de compétition pour prendre un nid. Si c'est ensemble dans les pièges, vous voyez bien, il n'y a pas de compétition entre les frelons. C'est uniquement quand il y a un nid primaire à développer. Ils sont paresseux, hein, les frelons, et donc ils essaient d'économiser au maximum et de piquer le travail de la voisine, quoi. Est-ce que les muselières ne freinent pas trop le débit de sortie ou d'entrée des abeilles? Non, 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 les muselières en grillage au début, c'était un problème. Et maintenant, les nouvelles muselières qui sont plus lâches comme ça, ou les muselières à tube avec la petite grille, et là, comme vous avez 30 centimètres de longueur où l'abeille peut prendre de la vitesse, et donc là, les abeilles, elles sortent et elles rentrent très, très bien, quoi. C'est vraiment pas un souci. Mais il faut pas des grillages trop fins pour ceux qui mettent des muselières à grillage, quoi. Parce que le frelon On n'aime nous, pas être enfermé. Donc, quand il est derrière un grillage, il n'a qu'une hâte, c'est de ressortir. Donc, il n'ira pas faire de prédation à ce moment-là et il ne va pas rester longtemps. Donc, le but des muselières, c'est d'éloigner les frelons de la planche d'envol, quoi. on nous conseille d'ajouter des bacs de restriction des entrées du bivital pour éviter les frelons européens. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, si on met les bacs de restriction, vous pouvez les mettre en automne, mais moi, en automne, je trouve que quand il y a 50% de frelons européens sur les ruches, faut les prendre. Et donc, au printemps, comme je vous ai dit, l'ITAP a montré, moi je leur avais dit, de toute façon, quand ils ont lancé l'étude, et je leur avais dit, on va perdre 50%. Et en fait, on a perdu 50% d'efficacité. Donc, au printemps, ce qu'on veut, c'est prendre un maximum de fondatrices. Et vous ne prenez des frelons européens qu'au mois de mai, vous en prenez jamais avant. Donc, les 15 premiers jours de mai, vous prenez quelques frelons européens, mais c'est pas les 4-5 frelons européens que vous prenez dans le piège qui vont poser un problème. Donc, ces pièges sont suffisamment sélectifs pour ne pas mettre de restrictions d'entrée. Les pièges à prod, ils ne fonctionnent pas parce que les entrées sont trop étroites. Le piège Good Cat Bees, là, il ne fonctionne pas parce que l'entrée est à 8,4 mm de diamètre. Et donc, toutes les entrées inférieures à 10 mm hein, diminuent comme ça la quantité de fondatrices qui sont prises. Or, nous, ce qu'on veut, c'est avoir le moins de nids possible, donc il nous faut un maximum de fondatrice. Donc, le crabreau, ça n'est pas un problème. Le crabreau, il faut quand même savoir que c'est un frelon asiatique à l'époque, hein, même si il existait déjà à l'époque de Shakespeare, hein, dans une pièce de théâtre, Shakespeare, il parle déjà du frelon, quoi. En ce qui concerne la levure, peut-on utiliser de la levure déshydratée? Pour l'appât, du coup. Je n'ai pas d'expérience de la chose, mais il faut essayer, il n'y a pas de raison, hein. Mais une levure, on peut demander de la levure de boulangerie à sa boulangerie, hein, ça fonctionne très bien. Peut-on encore avoir des fondatrices qui sortent d'hivernage à cette époque? Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'on a des fondatrices qui sortent pendant une très longue période d'hivernage. Donc, après, on a un petit souci, c'est que au mois d'août, hein, les chercheurs ont montré que, non, début juillet, les 15 premiers jours de juillet, pardon, on a une quantité de mâles importante, quoi. Et donc, à quoi servent ces mâles alors que les 15 derniers jours de juillet et début août, on n'a plus de production de mâles. Donc, bon, avec Jean-Luc Denechère, on a déjà discuté et lui a une théorie là-dessus en disant que les petits nids qu'il voit en septembre-octobre, ce sont des nids primaires qui pourraient venir comme ça de fondatrices fécondées en cours d'année. Alors ça va complètement à l'encontre de ce que disent les scientifiques, hein, où c'est vraiment, hein, il faut qu'il y ait un passage hivernal absolu. Et ça vaudrait le coup quand même au niveau des chercheurs. Donc, on cherche des chercheurs qui seraient capables de nous dire si sur les petits nids qu'on a, donc les chercheurs nous ont demandé d'envoyer ces nids, on a des fondatrices de l'année et non pas des fondatrices qui ont passé l'hiver, quoi. Sachant qu'une colonie consomme 11 kilos d'insectes, cela peut-il permettre de relativiser les piégeages collatéraux des autres insectes? Non, pas du tout, parce que au printemps, le piégeage, les insectes se sont pas reproduits, donc il faut laisser quand même reproduire les insectes et donc avoir des pièges sélectifs.
Et donc là, autrefois, on n'avait pas les pièges qu'on a maintenant. Bon, 30% de sélectivité, c'est pas encore formidable, hein, mais ça nous permet quand même au niveau du MTE, là, du ministère, de mettre en place un système de piégeage de printemps. Sinon, auparavant, on nous le refusait, quoi. Et donc, 11 kilos d'insectes, il faut savoir que dans ces 11 kilos d'insectes, hein, pour un frelon, vous allez avoir 2 tiers d'abeilles. C'est-à-dire que sur 100 000 insectes, vous allez avoir 60 000 abeilles. Donc, ça vous fait l'équivalent d'une ruche, quoi. Donc, c'est pas extraordinaire pour un nid, hein. C'est une ruche, on a beaucoup plus de pertes par le stress et les mortalités de ruche par des abeilles qui n'auront pas leur réserve d'hiver, leur corps gras, etc. Et donc, il faut, pour moi, non, on ne peut pas relativiser les 11 kilos d'insectes par rapport à du piégeage. Le piégeage, il doit être, on a les moyens d'avoir du piégeage sélectif et le piégeage, il peut être aussi dangereux que le frelon lui-même ou plus dangereux, quoi. Donc, on a les moyens d'utiliser comme ça les bons pièges. Et moi, c'est un discours que je n'aime pas quand on nous dit non, non, le frelon détruit la biodiversité. Oui, il attaque la biodiversité, mais c'est principalement des abeilles où les apiculteurs repeuplent leurs ruches par la suite. Donc, les abeilles sauvages ou tous les autres insectes, personne n'est là pour les élever et pour les faire repartir. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Merci. Et les autres commentaires, c'était justement des remerciements et notamment de mettre en avant la VO pour son travail. Voilà. Et merci pour ta présentation. Eh Ben, bien, je vous je vous souhaite à tous remercie. une bonne soirée et, Hmm. euh, et puis voilà, je vais pouvoir arrêter cet enregistrement. Eh Merci ben, je vous Étienne. remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.